distribution de l'eau et de l'assainissement dans leur presque totalité. Vous le connaissez, il n'est pas nécessaire de rappeler aujourd'hui l'insolence de leurs résultats économiques dus à leurs profits nationaux, mais surtout internationaux. Chacun aussi doit se rappeler l'affaire Messier au sein du groupe Vivendi. Monsieur le Président, vous évoquez souvent votre détermination sans faille pour l'intérêt général. Nous partageons avec vous cette valeur. Vous évoquez souvent aussi votre ambition pour le futur de notre agglomération. Au nom de ces deux valeurs, vous ne pouvez que vous prononcer pour un véritable service public de l'eau et de l'assainissement, pour une gestion en régie directe de cette richesse ô combien précieuse et importante. Un dernier mot pour terminer. Il y a quelques semaines, on apprenait par la presse l'annonce faite par Monsieur le Premier ministre que Montpellier serait métropole. Il y a quelques jours, vous annonciez au cours d'une conférence de presse votre choix concernant la gestion de l'eau. Outre le fait que je trouve peu élégant, c'est le moins que l'on puisse dire, à l'égard des élus de la République cette façon de procéder, je passe sur la forme. Je tiens à attirer fortement l'attention de notre Assemblée. De telles pratiques ne favorisent en rien les débats nécessaires, n'aident en rien la recherche de la solution la meilleure, ne fait en rien avancer les consciences. Face aux défis que nous devons relever, et notamment par rapport à la situation actuelle, nos concitoyens ressentent doute, malaise, désenchantement. Ils sont en manque profond de démocratie. Nous devrions élever cette exigence au niveau, pour nous, d'une pratique vraiment réelle. Merci. Merci, M. Passé. Alors, M. Lantéric. Monsieur le Président, chers collègues, ce soir, vous le savez, les écolos ne sont pas d'accord et ne sont pas contents. Au moment où l'on pouvait reprendre l'eau en régie et enfin, sur ce dossier, remettre de l'ordre dans la gestion publique d'un bien, l'eau, qui n'est pas une marchandise, vous vous défaussez et vous continuez, contre les valeurs qui sont les nôtres, à vouloir confier ce service à un prestataire extérieur. Ce prestataire, et c'est ça le principal problème, parce que quand Louis nous dépeint tout ce qui a été fait, tout, oui, il y a eu du gros boulot de fait, il y a eu une analyse qui a été faite, elle est sérieuse. Bon, après, il ne faut pas nous faire prendre des vessies pour des lanternes, mais il y a du boulot qui a été fait. Mais le problème, c'est qu'on a un passif. Il s'est passé des choses, et on ne peut pas ignorer ce qui s'est passé dans la façon dont on a traité avec notre prestataire jusqu'à ce jour. Et l'aveu d'impuissance, il est dans le rapport. C'est extraordinaire. En haut de page, on a la conclusion. Et dans la conclusion, on nous dit, en choisissant le scénario, celui que vous nous proposez de maintenir un seul contrat d'affermage pour l'eau, l'assainissement avec un seul prestataire, va permettre à notre collectivité de se consacrer pleinement à l'exercice et à l'affirmation de son rôle d'autorité organisatrice et sa volonté, bon, etc., etc., etc. Revient la charte, qui bien sûr est derrière en disant, mais on a fixé les règles et tout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis des décennies, on ne l'a pas fait. Et ce qui est plus grave, parce que ça, quand même, ça me fait mal au ventre. Hein. Ce qui est plus grave, c'est que le prestataire, lui, on ne l'a peut-être pas très bien contrôlé. Maintenant, on dit, oh, ben maintenant, on sait, vous allez voir, on a une charte, on a un truc, ce sera ric-rac, le mec, il ne pourra pas passer au travers, on lui fixera les règles, ici, ça ne va pas. On ne l'a pas fait. Et on va le faire maintenant. Ouais, moi, je veux bien, on va le faire. Hein. Mais je ne suis pas sûr qu'on le fasse. Mais... et qu'on ait les moyens de le faire. Le seul moyen sûr de pouvoir le faire à 100%, c'est effectivement de maîtriser la totalité du dispositif. Mais ce qui est le plus surprenant quand même, et là je trouve qu'il y a un gros manquement. J'ai fait partie de la commission et comme un certain nombre, on a demandé un certain nombre de documents. On a eu des documents synthétiques. Un certain nombre de documents ont été demandés, notamment sur les audits financiers et techniques. On a eu un condensé de ce document qui montrait qu'un certain nombre de résultats, de profits avaient été faits par le prestataire sans être forcément réinvestis dans l'eau. Or, aujourd'hui, quand on paie l'eau, c'est pour aller à l'eau et pas faire autre chose. Or, là-dessus, on n'a pas maîtrisé et il y a eu des dérives de plusieurs millions d'euros. Et ça, c'est pas acceptable parce que cet argent aurait dû venir à l'intérêt public et pas rentrer dans un grand groupe. Il y a un autre problème qui s'est posé qui est plus grave, c'est qu'on a payé l'eau, tout le monde a payé l'eau. On a payé l'eau un bon prix.
Mais ce prix prévoyait que cette eau devait s'acheminer normalement et que normalement une part de ce prix devait revenir sur des investissements, notamment d'entretien des réseaux. Et on a constaté que l'entretien des réseaux, je suis désolé Louis, je ne fais pas la même analyse que toi, c'est pas extraordinaire, et quand ils ont pu éviter de le faire, ils ont évité de le faire. Voilà. Alors, quand on a demandé les documents, on ne les a pas eus, il y a eu un peu de friction, bon, c'est un peu énervé, les uns et les autres. Mais ça, c'est pas acceptable, parce que là, on n'est pas dans un système démocratique. Et oui, on n'est pas dans un système. Et ce soir, on nous dit de prendre une décision, on dit, mais vous inquiétez pas, maintenant, on a bien compris, on a l'aveu ici, mais maintenant, nous, on va les laisser faire, mais on va leur dire, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, parce que maintenant, on va avoir les moyens de les contrôler. Pendant des décennies, on n'a pas pu les contrôler, maintenant, on va les contrôler, le prestataire qu'on va choisir. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est qui va changer? Le seul moyen de contrôler les choses, on le sait, c'est d'en maîtriser la totalité. Et il n'y avait pas de risque, et vous le savez très bien, parce que les gens qui travaillaient, on les aurait embauchés ici, on n'aurait pas perdu les compétences, on aurait gardé la maîtrise. Alors franchement, là, c'est ça. Si, le débat, il est là, mais on ne peut pas l'avoir, parce que c'est trop tard. Parce que déjà, Jean-Pierre a annoncé la couleur, il a dit, moi j'ai fait le choix et tout. Et là-dessus, je voudrais revenir, et j'irai pas plus loin, et je n'interviendrai pas pour la suite. Comme ça n'alourdira pas la longueur. Il y a d'autres choses qui se passent comme ça. Jean-Pierre, t'es sympa. Je me permets de te dire ça, ça fait 30 ans que je te connais, mais tu annonces la métropole, tu veux la métropole. Bon, très bien, tu veux la métropole. Mais on n'a pas eu de débat là-dessus. C'est quoi? C'est là-haut qui décide? Mais non, on n'a pas eu de débat. Mais c'est pareil. Ode, très bien. On a la vision futuriste. Bon, tout ça, c'est formidable. Est-ce que c'est... Alors, on va dire, ouais, ben, l'Antérique, l'écolo, là, il est un peu en retard, il fait du nombre, il veut pas que les choses évoluent. Oui, moi, je m'intéresse à la santé, à la protection de l'environnement, et franchement, aller mettre toutes ces populations en plein milieu de deux autoroutes, moi, je comprends pas comment ça peut se faire. Ensuite, il y a un autre sujet, et ce sera la dernière fois, Jean-Pierre, que je t'apostropherai là-dessus. Je pensais, à tort, qu'avec toi, nous avions tourné une page sur les systèmes un peu féodaux que pratiquait quand même ton prédécesseur. Ben, il n'en est rien, je trouve que c'est un peu regrettable. Mais c'est vrai que bien souvent, la façon dont les choses sont prises, on n'est pas du tout concerné. On est mis devant des faits accomplis. Et franchement, ce conseil d'agglo, il n'y a pas longtemps que j'y suis, c'est quand même un peu une chambre d'enregistrement. Bon, voilà, je ferme ma gueule, je dirai plus rien. Mais bon, en 2014, il va se parler... Mais oui, mais un jour, tout ça, ça deviendra bien dans le débat public. On ne peut pas rester sur des questions aussi importantes, prendre cette décision. Forcément, en 2014, on va en parler de ça, de la métropole, d'os et d'odes. Ce ne sera pas entériné dans un truc et on ne pourra pas en changer. Voilà. Bon, mais on aura le débat démocratique à ce moment-là. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Voilà, merci. Et on en parlera avec les citoyens, comme doit l'être la démocratie. Alors, Monsieur Lévita. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais exprimer mon désaccord avec le rapport qui nous est proposé, et sur la forme et sur le fond. Sur la forme, mon collègue Michel Passé vient d'en parler, il est quand même difficilement acceptable qu'une décision soit communiquée avant son adoption par un vote. Je veux bien croire que vous avez mûrement étudié la décision. Encore faut-il qu'elle soit formellement adoptée, ce que nous allons faire ce soir. Supposons un instant, Monsieur le Président, que l'Assemblée communautaire suive mon analyse et vous désavoue. On va obtenir une pagaille et une humiliation que je ne cherche nullement. Ce n'est pas du tout mon objectif. Je suis persuadé que cette décision que vous nous proposez est une erreur, et c'est la raison pour laquelle j'interviens. Je voudrais faire juste un tout petit point d'histoire. Je suis désolé de jouer les anciens combattants, mais le 25 juillet... Il en faut. Merci. Le 25 juillet, mais je ne suis pas le seul dans cette Assemblée. Il y en a de nombreux. Le 25 juillet 1989, c'est le même jour. Même jour. J'appartenais à l'époque à l'équipe de Georges Frêche. Quand la décision a été prise, c'est l'inverse, de passer de la régie publique à la DSP. Ce que je peux attester, c'est qu'il y a eu des discussions, d'abord à l'intérieur du groupe socialiste. À l'époque, il était proposé par notre ami André Lévy, disparu aujourd'hui, comme vous savez. Et des discussions ont eu lieu avec les autres groupes de la majorité, et pas avec un panel de consommateurs. On a discuté, Georges Frêche a discuté, avec Jean-Claude Biot pour le groupe communiste,
qui s'est finalement abstenu. Avec le groupe Génération Écologie, c'était Yves Larbiou que j'ai consulté récemment qui me donne l'autorisation de citer son nom, qui s'est également abstenu. Et Patrick Geneste, qui représentait les radicaux de gauche et qui lui a voté pour. Alors je sais bien qu'on a tendance à dire, Michel Lanthéry qui vient de le faire, que Georges Frêche décidait sans consulter. C'est parfaitement faux. Chacun voit le monde avec sa propre lorgnette. Vous pouvez consulter le procès-verbal, parce qu'à la ville, il y a des procès-verbaux. Hein. Moi, je vote votre procès-verbal, mais il n'y a rien. Il y a le retenu, il n'y a jamais les interventions. L'intervention que je fais ce soir, que je pense capitale, ne figurera pas dans votre procès-verbal. Dans celui de la ville, ça figurait dès 1989. Le rapport a été présenté par Ernest Granier, et s'en est suivi une discussion passionnante où sont intervenus, et vous pouvez voir les interventions, Willy Dimeglio, Jean-Claude Biot, Yves Larbiou, M. Gojal, dont je ne donne pas le prénom parce que je l'ai oublié, mais qui est intervenu, Jean-Claude Martinez, Patrick Geneste et bien sûr Georges Frêche. Ceci, c'est pour l'histoire. Ce que je peux dire, c'est que la décision n'a pas été annoncée avant le vote. Voilà pour la critique de forme. Je suis désolé, elle n'est pas du tout mineure. J'en viens au fond. Première partie de votre rapport, c'est très bien fait. Vous dressez un état des lieux techniques et économiques des services de l'eau et de l'assainissement dans le périmètre de l'agglomération. C'est très bien fait, vu la complexité. Principaux enseignements de votre rapport, pas d'autres informations que celles que vous voulez bien me donner. Premièrement, la qualité de l'exploitation est globalement satisfaisante, avec de bons indicateurs techniques et économiques. Il y a quand même un point négatif, c'est vous qui le dites hein, dans votre rapport, c'est le niveau insuffisant de l'investissement consacré au renouvellement des réseaux. Et ça, c'est une pierre, je suis désolé de donner raison à Lantéric, c'est une pierre dans le jardin des délégataires, mais aussi des autorités chargées de les contrôler. Seconde partie de votre rapport, c'est les différents modes de gestion envisageables, tant en termes de nature juridique que de possibilités de combinaison entre les différents modes d'exploitation appliqués. Et vous procédez ensuite à une analyse des avantages et inconvénients des différentes solutions, critère par critère, avant d'aboutir à un classement d'ensemble. C'est très bien, ça. C'est la théorie des choix. J'ai enseigné ça pendant 30 ans à l'université. Je me suis dit que j'allais être extrêmement attentif. Alors, cette partie, elle est parfaitement contestable. La différence économique entre une régie et une DSP, elle est évacuée, elle est considérée comme négligeable, alors même que cette mince différence entre les différentes solutions proposées devrait être portée au crédit de la régie. Si la régie n'est pas plus chère, pourquoi ne pas prendre la régie? Deuxièmement, votre méthode de consolidation des rangs de classement obtenus au regard des différents critères. Alors, chers collègues, je vous invite à regarder, ça relève de la pseudo-science, voire de l'imposture intellectuelle. Elle revient à donner la même valeur à chaque critère. La transparence de la gestion, c'est égal au transfert de risque. C'est égal aux difficultés de mise en œuvre. On donne le même poids à une première place obtenue dans chacune de ces catégories. En outre, on donne une valeur équivalente aux autres critères à ce que vous appelez la contribution du territoire. Ainsi, par exemple, celle-là, elle est assez extraordinaire, les exonérations fiscales dont bénéficient les solutions en régie deviennent un handicap par comparaison avec la DSP. Alors, en conclusion, je peux reprendre votre rapport
et en m'appuyant sur les mêmes analyses et en faisant une pondération un tout petit peu plus sérieuse, j'aboutis à la conclusion opposée. La solution en régie s'impose. Vous semblez d'ailleurs, Monsieur le Président, avoir le même avis. Mais vous renvoyez la décision dans 7 ans. Diable, pourquoi 7 ans? Alors, le passage en régie n'est pas prêt. Dire pourquoi ne pas avoir engagé le travail beaucoup plus tôt. C'est une remarque que j'ai faite à Louis Pouget. Il m'a dit, je suis d'accord, c'était difficile, il y a eu un énorme travail à faire, préalable, etc. D'accord. Pourquoi ne pas prolonger d'1 an ou 2 ans les DSP actuels pour se donner le temps de préparation nécessaire? Ça, c'est facile. Et en plus, ça nous donnerait davantage de poids vis-à-vis des extérieurs, des entreprises avec lesquelles nous allons discuter. En plus, ça permettrait d'en discuter pendant la campagne des élections municipales. Vous n'avez pas voulu adopter cette position. Or, le choix que nous avons à faire ce soir, on laisse de côté la technique, c'est un choix politique, et au sens le plus noble du terme. J'avais présenté une intervention dans ce sens-là, mais mon collègue Michel Passé l'a fait très bien. Je voulais dire que nous, socialistes, nous sommes aujourd'hui dans une période difficile, je vise le plan national, nous sommes confrontés à des décisions compliquées sur les retraites, le pouvoir d'achat, la rémunération des fonctionnaires, etc. Il me paraît nécessaire de donner ici et maintenant, parce que c'est ça la politique, c'est ici et maintenant, un signe à nos concitoyens que nous prenons les problèmes à bras-le-corps, nous ne nous en remettons pas à d'autres, et les symboles sont importants en politique. Et puis, je suis tombé dans Midi Libre de lundi, je crois, sur la convention entre EDF et le CCAS. Bien sûr, le CCAS est nullement dans mon champ de tir. Donc le CCAS et EDF vont venir en aide aux ménages en difficulté. Et nous, on va ajouter une convention CCAS, délégateur éventuel, pour venir en aide aux ménages en difficulté. C'est ça le monde que nous proposons. Vous aviez laissé entendre dans votre panel qu'il y aurait une tarification plus écologique. C'est difficile pour des raisons que Louis a indiquées. C'est vrai. Mais d'autres villes, que je sache, la revue des économies des communes l'a indiqué récemment, essaient de contourner la difficulté. Il y a des moyens de contourner cette difficulté. Nous n'essayons même pas. Alors là, mes chers amis, je m'adresse avec solennité à chacun d'entre vous. La décision politique que nous prenons ce soir, elle n'est pas anodine, elle n'est pas secondaire, elle nous engage pour l'avenir. Vous acceptez cette société de l'inégalité avec quoi? Le CCAS qui va intervenir pour l'eau, l'électricité, quoi demain? Les restos du cœur, ce que j'appelle une société de la charité. On en revient avant 1789, avant la Révolution. Si je ne m'abuse, nous avons fait la Révolution pour mettre au point une société des égaux et pas une société de l'assistanat. Ou bien vous la refusez, c'est la raison pour laquelle je vote non à cette délibération. Et Monsieur le Président, vu la solennité de cette décision, je vous demande un vote par appel nominal pour que la responsabilité de chacun d'entre nous soit bien précisée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Intervenant suivant, M. Delafosse.
bref, je souhaite m'exprimer ici sur ce vote. Je ne voterai pas en faveur de cette proposition. Les DSP sont parfois nécessaires pour un certain nombre de services. Tout à l'heure, on en votera. Mais je voudrais exprimer ici une conviction personnelle forte, politique, parce que je crois que même si le rapport est technique et complexe, nous sommes sur un débat politique majeur. Je prends acte du fait que d'ici à 7 ans, on envisage un mode de gestion publique de l'eau. Mais le volontarisme à Montpellier, c'est notre capacité à faire vite et à faire bien. Car une question se pose, une question à laquelle, qui est une question de conviction, de sensibilité. C'est que l'eau, et beaucoup ici l'ont dit, est un bien commun, est un bien pas comme les autres. Quelle est la logique d'un opérateur privé à une gestion économe de la ressource? Nous sommes dans un siècle, le 21e, où il ne faut pas reprendre les folies du 20e. Un monde qui croyait que la surabondance était à portée de main. Si certes, comme l'a très bien expliqué Louis tout à l'heure, la ressource est là, ne devons-nous pas, Montpellier, ville de recherche, ville d'innovation, être capable de prendre des dispositions pour que précisément nous soyons exemplaires dans la gestion de la ressource en eau. Et donc, la question de l'eau confiée à un acteur privé est une question qui est politique. Et ma conviction, c'est que qui dit bien public, dit service public. Qui dit service public, et tous les nombreux fonctionnaires sur ce territoire, et tous les amoureux ici, et l'ensemble de cette Assemblée, puisque ici nous gérons des services publics, eh bien nous savons que nous pouvons être capables de relever des défis doubles. Économiser la ressource d'une part et garantir le pouvoir d'achat des Montpelliérains et a fortiori des plus fragiles. Alors je crois que si vous avez fait le choix d'aller vers la régie publique dans 7 ans, c'est un cap. Permettez-moi d'exprimer là un désaccord de rythme. Je pense qu'à l'image de grandes villes, indépendamment des formations politiques d'ailleurs, Nice, Paris, Nantes, Toulouse, où le travail de la région Languedoc-Roussillon, à travers son service public régional de l'eau, eh bien, nous pourrions peut-être accélérer ce rendez-vous. Monsieur Calva. Allez-y, allez-y. Ça fonctionne. Parfait, merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, comme il a été dit, l'eau n'est pas un bien comme les autres. La gestion de la ressource, sa pérennisation, sa préservation méritent toute notre attention et je salue celles et ceux qui ont contribué à enrichir le débat ces derniers mois. Nous devons ici nous prononcer sur le meilleur mode de gestion de l'alimentation en eau de nos concitoyens. Qu'est-ce qui, dans le processus complexe de gestion de l'eau, peut relever de la délégation à une entreprise privée, ou qu'est-ce qui, au contraire, doit rester dans le domaine de la gestion directe par la puissance publique? Il nous est proposé aujourd'hui de voter le principe de délégation sur la totalité du processus de gestion de l'eau. Je regrette, Monsieur le Président, que toutes les alternatives à la DSP n'aient pas été étudiées avec le même enthousiasme. Je pense particulièrement à la SPL, la Société publique locale. Elle aurait eu l'avantage de permettre à la fois souplesse dans la gestion du service et maîtrise publique de la production de l'eau. Dans le rapport qui nous est soumis, la Société publique locale présente un inconvénient majeur. Il faut au moins 2 collectivités associées pour la créer. Permettez-moi d'y voir en cela un avantage et non un inconvénient. L'eau bue en grande majorité par les Montpelliérains provient de la source du Lez, située dans la commune des Matelles, communauté de communes du Pic Saint-Loup. Les eaux usées sont évacuées après traitement par Maera grâce à l'émissaire en mer qui traverse la commune de Palavas, communauté d'agglomération du Pays de l'Or. S'il est une ressource qui se moque totalement des frontières administratives, c'est bien la nappe phréatique. Nous avons montré par le passé qu'il était possible de travailler en bonne intelligence avec nos voisins. Et je salue l'opiniâtreté de Louis Pouget, qui a permis le raccordement de Carnon à Maera. Ce fut dur, mais il y est arrivé.
Monsieur le Président, pour la première fois dans cet hémicycle, je voterai contre la proposition que vous nous soumettez, parce que je pense que la production et la préservation de la ressource en eau ne peut pas être déléguée. Mon vote sera donc conforme aux vœux émis en mars 2009, à l'unanimité, par le conseil municipal de Jacou, qui rappelle son attachement à la gestion publique de l'eau. Monsieur le Président, mes chers collègues, merci de m'avoir écouté. Merci. Alors, Monsieur Flachet. Oui. La régie publique dans ces temps, si ce ne sont pas les calendes grecques, mon Dieu, que ça lui ressemble. Chacun a bien compris ce que cela veut dire, ni aujourd'hui ni demain, d'autant que personne n'a la maîtrise du temps et des deux élections municipales qui se dérouleront d'ici 2021. Si nous sommes pour la régie publique, c'est maintenant. Les arguments pour cela ne manquent pas. Un argument économique. La régie est moins chère que la DSP. Et je m'appuie sur des rapports de l'Assemblée nationale, sur l'étude de l'UFC Que Choisir. Il a été évoqué Grenoble, il a été évoqué Paris. Je regrette que Luc Pouget ne soit pas venu aux conférences débats d'Anne Lestrade, présidente de la Régie publique de l'eau à Paris, ou de Raymond Avrier, qui a contribué très fortement à la Régie publique à Grenoble. Il aurait aussi pu constater, avec Gabriel Amar, que les lacs de l'Essonne ont abaissé le prix de l'eau de 37%. Et ceci pour des raisons très simples. Il n'y a pas de dividendes à distribuer aux actionnaires, ni de frais de siège du groupe privé. Pas de marge d'exploitation, ni de surfacturation, comme le sous-tend le rapport d'audit économique et financier, qui prévoyait d'abaisser les frais de fonctionnement du fermier de près de 3 millions. Les charges pourraient être réduites encore bien plus sensiblement s'il n'y a pas de marge d'exploitation et s'il y a disparition du droit d'entrée de Veolia de 1989. Je rappelle quelques 250 millions de francs, un emprunt payé par les usagers et une belle rente qui a probablement permis à Veolia de récupérer 3 fois la mise de départ. Un audit de contrôle, de ce point de vue, serait éclairant pour estimer l'énormité du surcoût payé par les usagers depuis cette date. Un surcoût dont vous reconnaissez d'une certaine façon l'existence quand, Monsieur le Président, vous annoncez la baisse du prix de l'eau de 10% au 1er janvier 2015. Nul doute que le fermier y consentirait. Les retours en régie permettent des baisses souvent bien plus significatives et permettent par ailleurs d'en finir avec l'augmentation mécanique de la part fermier stipulée par le contrat de DSP. L'expérience du contrat Veolia pour Montpellier nous a instruits sur la capacité à très vite annuler la baisse consentie en 2009. Le second argument est pratique et matériel. Les régies gèrent le service de l'eau dans la longue durée. Elles sont soucieuses de préserver le patrimoine public et d'entretenir les installations. Au niveau actuel du taux de renouvellement des réseaux, dont l'audit technique signale la très grande faiblesse, il faudrait près de 3 siècles pour assurer le renouvellement des canalisations dont la durée de vie moyenne se situe autour de 60 à 80 ans. C'est d'ailleurs une des raisons qui conduisait les responsables, pour redresser la barre, les responsables de l'agglomération, à envisager une augmentation du prix de l'eau d'au moins 2% par an, ce qui me fait d'autant plus m'interroger sur le caractère durable de la baisse de 10% de l'eau potable, en gardant le mode de gestion actuel. Le troisième argument est écologique. Une firme raisonne en termes de rentabilité sur une durée limitée par le contrat lui-même. Son souci est ni d'assurer la pérennité du patrimoine, ni de limiter la consommation d'eau. Les pertes d'eau sont toujours payées par les consommateurs. La firme n'ira jamais au-delà d'un cahier des charges dans la préservation et la qualité de l'eau. Signalons que près de 23% de l'eau produite ou achetée est ni exportée ni consommée. Nous sommes encore loin du taux de rendement de 85% exigé par le Grenelle de l'environnement. Un mot, rien n'a été dit jusqu'à présent là-dessus, sur la qualité quasi irréprochable de l'eau. Parmi diverses études d'associations de consommateurs, celle de 60 millions de consommateurs et de la Fondation Daniel Mitterrand France Liberté, publiée en mars dernier, il est mis en évidence la présence de polluants type pesticides, médicaments
perturbateurs endocriniens. L'inquiétude existe aussi quant à la présence de métaux lourds dans l'eau du Rhône. Les fermiers s'en tiennent, bien sûr, aux seules obligations du cahier des charges et ont recours aux grands laboratoires privés dont les méthodes suscitent polémique. Signalons pour notre gouverne qu'en octobre 2012, une note d'information de la Direction générale de la santé constatait de nombreux dysfonctionnements dans les laboratoires d'Eurofin à Montpellier. Le quatrième argument est politique. La régie permet la présence des usagers dans les instances dirigeantes, conseils d'exploitation ou d'administration, et celle de représentants des personnels. La régie permet une réelle transparence de la gestion. Avec la régie autonome, les usagers sont à même d'apprécier la gestion du service, chiffres à l'appui. Leurs représentants peuvent exiger des suppléments d'informations et leur en rendre compte et avoir une réelle influence sur la gestion du service public de l'eau. Or, ces avantages connus de la régie sont, dans le rapport SP2000, chahutés par une analyse comparative qui décide qu'il est sans intérêt de prendre comme critère le coût d'exploitation. Le mode de gestion le moins coûteux, cela a été déjà rappelé, est, même en intégrant les coûts de transition, le scénario A du tout régie, puis les scénarios C et D partiellement en régie. Mais, nous dit-on, puisque les scénarios C et D, puisque l'écart serait trop faible et sans intérêt, étant donné la marge d'erreur possible de 5%. Mais l'audit financier, je le rappelle, établissait les coûts d'exploitation du fermier à 14,3 millions d'euros avant de le ramener à 11,6. L'écart entre la réalité présente et ce que coûterait la régie publique est donc réellement aujourd'hui de 12,5%. On se garde de le rappeler car il s'agit d'affirmer tout simplement que le critère du coût d'exploitation nous distrairait de l'essentiel. Le prix de l'eau dépendrait davantage du niveau d'investissement décidé par la collectivité et des caractéristiques structurelles, à savoir la ressource, le traitement, les coûts énergétiques. Bien évidemment, la régie ne saurait pas faire cela. Quant à la synthèse des évaluations, elle repose sur des critères dont le choix, cela a été déjà affirmé fortement par l'Evita, dont le choix est limité et fortement discutable. Sur les risques, ce qui importe serait la tranquillité de la collectivité. Notons que celle-ci ne peut se laver les mains car la responsabilité de la collectivité peut toujours être recherchée. Mais c'est aussi la tranquillité qui est recherchée pour le fermier. Page 20 du rapport, il est rappelé ceci. Le fermier n'a pas de capitaux importants à amortir. De ce fait, la prise de risque financier est considérablement atténuée par rapport à la concession, qui bien évidemment est le mode de gestion par ailleurs le plus méprisable, puisqu'il fait perdre à la collectivité jusqu'à son patrimoine. Autrement dit, le risque financier est transféré à la collectivité. Le deuxième élément qui intervient, le deuxième critère, c'est la difficulté de mise en œuvre de la régie publique. Parce que cela serait lié, premièrement, au coût de transition. Mais on l'a vu, même les coûts intégrés, les charges d'exploitation de la régie restent inférieures à DSP, et plus fortement que ce qui a été présenté. Deuxième élément, la gestion du personnel. Qu'en avez-vous eu recours aux villes qui ont choisi la régie? J'ai proposé à diverses reprises en commission de faire appel à France Eau Publique, qui a une grande expérience. Cela se passe partout très bien. Le seul argument avancé qui semblerait avoir un minimum de sérieux est la capacité des firmes à mutualiser le personnel. Là aussi, France Eau Publique a l'expérience dans tant de petites que de grandes régies. Elle est prête à mutualiser son savoir-faire et à faire comprendre, ce que chacun d'ailleurs peut comprendre assez facilement, que les salariés, représentés dans le conseil d'administration de la régie, sont plus un investissement qu'un coût, grâce à la bonne connaissance du terrain, la collaboration avec les élus, le service aux usagers. Troisième critère, la transparence de la gouvernance et la participation de la société civile. Il n'y a pas de discussion, la régie gagne naturellement haut la main. Pour ce qui est de la contribution au territoire, cela a été dit par l'Evita. C'est un argument extrêmement curieux
qui, dans sa logique, devrait conduire à mettre tous les services publics en DSP. Loin d'aller vers la régie publique, on supprime la seule qui existait pour l'eau brute, alors qu'on pourrait en faire un marchepied pour la régie de l'eau et de l'assainissement. Pour Montpellier, ce serait alors Veolia sans limite. Vu la durée du contrat, il n'y aurait probablement pas d'autres candidats sérieux. Cette firme a la position la plus solide au niveau des contrats eau et assainissement. Son président, le directeur régional de Veolia Environnement, est le président du pôle eau. Eau, propreté, énergie, transport, Veolia Environnement est insatiable. Soulignons aussi la place de Veolia dans les transports à Montpellier, mais aussi dans d'autres services comme Veolia Habitat Service Montpellier. On ne connaît que trop son respect du service public. Présentement, dans la gestion de la SNCM, dont elle détient 66%, elle met en danger, avec la complicité de l'État, qui est aussi actionnaire à 25%, le cœur de sa mission d'assurer la continuité territoriale entre le continent et la Corse. On ne connaît que trop son souci, par ailleurs, de la solidarité. En avril, Veolia a licencié un salarié dans le Vaucluse pour avoir refusé de couper l'eau. Si vous pouvez synthétiser votre conclusion, ça ne serait pas plus mal. Les familles nécessiteuses et une puce de midi libre rajoutent aujourd'hui un exemple. Quel élu peut accepter la marchandisation des services publics aussi essentiels qu'est l'eau, bien commun, indispensable à la vie? J'appelle donc à refuser, comme d'autres, ici, la DSP, qui établirait une situation d'abus de position dominante et mettrait une multinationale en position de force face aux élus et aux usagers. On avait compris votre position. Alors, Monsieur Sorel. Oui, Monsieur le Président, je vais être très bref, mais je voulais intervenir sur un problème de façon d'administrer la gouvernance. Il eût été, à mon sens, du respect de la démocratie que de confier ce débat fondamental sur l'eau aux équipes sorties des urnes en mars 2014. Prendre la décision de façon autocratique à 7 mois des élections me paraît une entorse faite à la démocratie, aux habitants de Montpellier, aux habitants de l'agglomération. Sur la méthode, vous avez communiqué alors que nous n'avons pas voté. Ça fait plusieurs fois, Michel Antéric l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas répéter tout ce qu'il a dit, mais ça fait 2 fois sur 2 sujets fondamentaux que vous nous proposez cette méthode de gouvernance. Vous avez vous-même fait allusion dans votre préambule tout à l'heure à Montpellier Unlimited, que vous avez décidé, que vous nous avez fait voter 3 semaines après. Il en va de même pour la politique de l'eau. Je considère que ce sujet est trop fondamental pour qu'on marche sur le peuple de Montpellier et le peuple de l'agglomération. On n'a pas le droit, lorsqu'on est dans une instance démocratique, lorsqu'on se veut porter les valeurs de la République, de procéder de cette façon-là. Et donc je voterai contre sur la méthode. Je voterai contre parce qu'il y va pour moi du respect des Montpelliérains et du respect des habitants de l'agglomération. Ensuite, M. Martin. Mais moi aussi j'ai été surpris, M. Martin, tout à l'heure par vos propos. Vous qui avez signé le livre de François Delacroix-Sursault, dans lequel vous dites que vous êtes favorable à la régie de l'eau. Moi aussi, j'ai été surpris. Je n'ai pas signé du tout. Mais bon, c'est un petit détail. C'est une contre-vérité. Vous le prouverez, monsieur. Oui, oui, quand vous voulez. Continuez. Donc, ce déficit démocratique m'interroge beaucoup. En mars 2014, vont se renouveler l'ensemble des communes. Et vous l'avez précisé tout à l'heure dans votre propos liminaire, l'agglomération a de grandes chances de devenir métropole en 2015. Comment peut-on éviter ces 2 passages démocratiques-là au travers d'un sujet aussi fondamental? Les compétences des métropoles, aujourd'hui, ne sont pas complètement définies. Tout est encore en discussion.
dans le cadre des compétences territoriales de toutes les collectivités. N'était-il pas nécessaire d'être prudent pour pouvoir réfléchir à ce moment-là sur un aménagement pour l'eau du territoire beaucoup plus adapté? Et là, c'est une affaire d'une année. Bien sûr, tout ce que je viens de dire là n'a rien contre l'affection que je porte à mon ami Louis Pouget, qui est passionné de ce sujet et qui le travaille depuis des années. Mais c'est surtout, je voulais vous faire passer, si vous voulez, ce sentiment un peu sombre que j'ai de la façon de pratiquer la démocratie. Alors, candidat suivant, M. Morel. Monsieur le Président, mes chers collègues, en matière politique, comme d'ailleurs dans bien d'autres domaines, les dogmes et les vérités révélées n'ont d'autre utilité que de nous mettre à la faute parfois, ou bien de manipuler ceux que nous voulons convaincre. Il en est ainsi du dogme de la propriété publique ou privée des moyens de production, qui se décline ici dans les dogmes de la gestion publique ou de la gestion privée de l'approvisionnement de l'eau potable, qui est une compétence de notre communauté. Nous savons tous depuis l'ère Mitterrand que les nationalisations peuvent conduire à des catastrophes économiques ou financières et que bien des privatisations n'ont fait qu'enrichir les heureux attributaires ou dégrader le service public. Alors, en ce qui concerne la gestion de l'eau, soyons pragmatiques et évitons de prendre des décisions en fonction d'idées préconçues, en fonction de dogmes. Examinons les quelques points suivants. Il faut d'abord constater que la gestion de l'eau potable, et je dis bien eau potable et non pas le reste, est une affaire qui est très rentable. Elle a permis la constitution de grands groupes multinationaux puissants dont le lobbying est très efficace partout dans le monde et chez nous aussi. Elle a même permis à une société que nous connaissons bien, avec ses bénéfices, d'acquérir les célèbres studios de cinéma à Hollywood, parmi d'autres. Reconnaissons aussi que la production, l'acheminement et la distribution de l'eau potable est un service public majeur, et mes collègues l'ont bien expliqué, ceux qui ont précédé. Car si personne ne s'étonne à voir couler l'eau quand on ouvre le robinet, il n'en est pas de même quand on consulte sa facture, surtout pour ceux qui ont des difficultés à boucler les fins de mois. Alors, j'ai été sensible au fait qu'on annonce une baisse des prix de 10%. J'étais surpris parce que ce n'est pas ce qui avait été annoncé dans une commission d'environnement où j'étais présent. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est un objectif? Est-ce que c'est un vœu pieux? Et je voudrais quand même vous dire que sur cette affaire de critères qu'a évoqué Max Lévitat, alors on a quelque chose de commun avec Max, c'est qu'on a enseigné l'économie et la gestion à l'université pendant très très longtemps, et il doit savoir de quoi je parle. J'avais un collègue qui me disait « Dis-moi ce que tu veux prouver, je te donnerai les moyens, les méthodes pour y parvenir. » Vous avez tout compris. Et le problème des critères qui a été évoqué par Max est bien significatif. Alors, par ailleurs, nous avons été informés des bonnes relations que notre communauté entretenait avec les autres syndicats compétents en matière d'eau potable et avec lesquels nous sommes interdépendants, ne serait-ce que dans le domaine des ressources en eau. Alors, pourquoi n'a-t-on pu imaginer la constitution d'une société publique locale? Pourquoi? Est-ce en raison d'une certaine défiance par rapport à notre communauté? Ces syndicats sont-ils si attachés au dogme de la privatisation? Et surtout, leur a-t-on proposé ce type de coopération? Je crains que les réponses soient faciles à donner. Alors, au syndicat du Garrigue Campagne, auquel la commune de Clapiers adhère, nous avons toujours milité pour une gestion publique.
Notre conseil municipal est allé au-delà quand il a inscrit dans notre agenda 21, dans son action 26, qui a été approuvée à l'unanimité, je cite, « sa volonté d'inciter au passage en régie publique de l'eau ». Alors, Monsieur le Président, la gestion de l'eau potable est un service public trop important. Il est tellement important que nous avons voté tout à l'heure cette charte qui donne des objectifs extrêmement ambitieux et qui ont été évoqués par Louis Pouget, et à laquelle j'adhère sur les objectifs. Voilà, je crois que c'est trop important pour être confié à une entreprise privée. C'est pour ça que nous nous prononcerons contre sa privatisation, mais notre position ne sera pas la même pour la gestion de l'assainissement. Merci, M. Borel. M. Giner. Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, je vais tâcher d'être bref. Pour vous dire que le maire de la Vérune, que je représente ici ce soir, a voulu et a souhaité mettre en débat justement ce choix de gestion de l'eau potable au dernier conseil municipal du 11 juillet dernier. Donc il y a eu un débat qui a été assez fourni et qui a duré pas mal de temps pour faire ressortir en fait que la gestion de l'eau potable en service public, pourquoi pas. C'est ce qui est ressorti majoritairement donc, de cette discussion. Et là, ce soir, donc, je tenais à vous le dire, que je voterai donc, par respect de ce choix, je voterai dans ce sens. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci. Monsieur Jaoul. Oui, monsieur le Président, mes chers collègues, je ne vais pas débattre sur le sujet de fond. Je voudrais revenir, et j'ai retenu un propos de notre collègue Max Lévita ce soir. J'ai retenu une formule de Max qui dit que ce soir, c'est un vote politique. Cette délibération est un vote politique. Alors, moi je dis que quand on fait partie d'une assemblée comme la nôtre, comme la communauté d'agglomération de Montpellier, quand on fait partie d'un bureau de l'agglomération, je n'en fais pas partie. Moi, je suis comme mon collègue de Grabel, je suis un électron libre et je suis un sans grade. Donc, je suis très à l'aise ce soir pour vous dire cela. On se doit, me semble-t-il, par loyauté envers le chef de l'exécutif, qui est le président, par loyauté envers le vice-président qui a travaillé sur le dossier, par loyauté envers les services, on se doit de suivre l'exécutif. Il me semble que quand on fait partie d'un exécutif, on se doit de le suivre sur un vote politique. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer mon voisin, Jean-Luc Messonnier, qui à l'époque n'avait pas été d'accord avec le chef de l'exécutif et avait su rendre ses délégations. Alors aujourd'hui, moi je dis que quand on fait partie d'un exécutif sur une question de l'ordre du jour comme celle-là, si on ne suit pas le président, mais il me semble que les symboles politiques sont forts, comme l'a dit Max Lévita ce soir. Je vous remercie. Madame Blampied. Bonsoir. Si vous me le permettez, avant de vous faire lecture de la position de Madame le maire de Montpellier, dont j'ai la procuration ce soir, je voudrais juste dire un mot à Monsieur Lantéric, ça sera extrêmement court. Sous-entendre, comme il a fait tout à l'heure, que sous la mandature de Georges Frêche, le délégataire en matière d'eau potable n'était pas contrôlé, est un peu gonflé, compte tenu de la personnalité de Georges. Voilà, je le dis comme ça au passage, parce que ça chauffe un peu les oreilles. Juste, donc là maintenant, je vais simplement procéder à la lecture de la position de Madame le maire, qu'elle m'a demandé de vous présenter ce soir. Donc la lecture sera un peu monotone peut-être, je vais essayer d'y mettre les formes, mais vous inquiétez pas, ça sera rapide. On est bon public. Monsieur le Président, ce que je retiens, j'ouvre donc les guillemets, hein. Monsieur le Président, ce que je retiens dans le rapport qui nous est soumis, c'est l'option clairement envisagée et affichée d'aller à l'horizon 2022 vers une gestion publique de l'eau. Malgré toutes les réserves émises ici et dans le débat public, je vous donne acte de cette intention. Mais comme vous le savez, en matière d'eau, il y a toujours loin de la coupe aux lèvres, et ce dossier ne fait qu'ouvrir le débat sans l'arbitrer définitivement.
D'ici notre décision finale, il nous faudra faire œuvre de pédagogie et de transparence, c'est-à-dire faire le bilan avec nos concitoyens de notre gestion passée. J'inclus évidemment la ville de Montpellier sur la question de la DSP. Ça serait de mauvaise foi de ne pas le faire. Excusez-moi pour la parenthèse. Et ouvrir avec eux une période d'échange nourrie sur les nouveaux défis du service public de l'eau, sans démagogie ni posture politicienne. Si nous sommes d'accord sur ces objectifs, il nous faut rétablir sans tarder les conditions d'un consensus politique au sein de cette Assemblée et plus largement dans la population de l'agglomération. Les méthodes habituelles de concertation n'y suffiront pas. À un enjeu exceptionnel doit correspondre une méthode innovante. Réunir l'ensemble des élus et des représentants des usagers dans une même instance qui aura clairement pour but de dessiner les contours de la future architecture du service public de l'eau dans nos 31 communes doit être une première étape permettant de sortir des discussions en vase clos des uns et des autres. Société publique locale, régie, DSP, les avantages et les inconvénients des différents modes de gestion devront être mis sur la table, que ce soit sur le plan du coût financier, de la lutte contre le gaspillage de la ressource, sur le plan technique ou en termes de ressources humaines. La gestion de l'eau est un métier, elle ne s'improvise pas. L'eau est un bien commun, son caractère vital et sa rareté doivent être au cœur de nos réflexions. Son mode d'exploitation doit donc relever du choix éclairé des habitants de nos différentes collectivités. Ces enjeux méritent mieux qu'une énième polémique et doivent au contraire nous permettre de nous rassembler autour d'objectifs communs. Voilà à quoi nous devrons collectivement œuvrer dès demain et pour les années qui viennent. C'est dans ces perspectives que je voterai pour cette délibération. Merci Madame Bampied. Monsieur Tissounis. Président, mes chers collègues, prenant la parole au nom du groupe Modem. Allez-y, allez-y. Je prends la parole donc au nom du groupe Modem et aussi en ma qualité d'adjoint à Montpellier aux économies des ressources et en charge du PCET. C'était assez logique de prendre la parole sur cette question lorsqu'on traite d'une délibération traitant de l'alimentation en eau du territoire. Alors, en effet, vous le savez tous, la ressource en eau est peut-être à moyen long terme préoccupante de par l'impact du changement climatique. Dans une note d'avril 2013 du Centre d'analyse stratégique, il est d'ailleurs précisé, selon des résultats fournis par BRL Ingénierie, une baisse globale du débit annuel des cours d'eau entre 10 et 40% sur l'ensemble de la métropole, pas la nôtre, hein, mais la métropole française, d'ici 2050. Alors, Louis le disait, il y a moins d'impact sur notre territoire, mais malgré tout, à un moment, la solidarité veut qu'on se pose ces questions-là sur l'ensemble du territoire et qu'on pense à la ressource. Aussi, à l'aune de l'élaboration du plan climat-énergie territorial sur l'agglo et sur la ville, il semble important de faire converger les recommandations sur l'adaptation de notre territoire au changement climatique et la préservation de la ressource en eau. Et à vrai dire, sur ces questions-là, peu importe que la gestion soit directe ou déléguée. Beaucoup de documents sur la question montrent que chaque mode présente des avantages et inconvénients. Et évidemment, il y aura les partisans de la régie, les partisans de la DSP. Et d'ailleurs, on ne s'est pas posé la question de savoir si une mauvaise régie était toujours mieux qu'une DSP bien encadrée ou vice-versa. Parce que c'est quand même l'enjeu et c'est quand même la réflexion à avoir. Donc, tout ça pose question. Et il y a peu de temps, un colloque à la DCF, à l'Assemblée des communautés de France, expliquait bien et resituait le débat en expliquant que le débat mode de gestion ne doit pas faire oublier qu'il n'est qu'un outil au service d'une politique de l'eau. Le mode de gestion n'est qu'un outil. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de ce que nous votons là. Et parfois, il prend le pas sur les enjeux essentiels de la qualité et de la disponibilité de la ressource, du financement et de l'investissement, de l'innovation technologique, etc. Donc il ne faut pas se tromper forcément de débat. Aujourd'hui, par rapport à cette préservation de la ressource, tout un arsenal d'actions et d'innovations peuvent concourir à cet objectif. Dans les bâtiments et logements, on peut généraliser, Louis en a parlé tout à l'heure, les systèmes hydroéconomes, des bouchons réducteurs de débit, etc. On peut développer à terme l'utilisation des eaux grises, comme la ville, avec Michael, l'a lancé en projet sur le AI d'ici 2017. On peut innover pour développer des réseaux d'eau alternatifs, les eaux pluviales, les eaux réutilisées. On peut travailler à développer un assainissement écologique, type lacunage, etc. Bref, on voit, les possibilités d'économie de la ressource sont variées et très innovantes. Aussi, Président, deux propositions. Une concernant le cahier des charges à venir, parce que malgré tout,
on va voter cette délibération, il va y avoir un cahier des charges et il va y avoir, suivant le cahier des charges, un appel d'offres et donc des candidats qui vont se positionner. Donc muscler le cahier des charges sur ce point par rapport aux délégataires, au-delà de l'information classique sur la qualité, le prix, etc., impliquer le délégataire sur son devoir d'information sur la préservation de la ressource par rapport aux usagers. Un autre point, impliquer là aussi fortement le délégataire sur les questions liées à la gestion durable de la ressource, par des mesures d'économie de ressources, de réduction de l'empreinte environnementale, etc. Ça doit figurer fortement sur le cahier des charges. Et puis, Président, une autre proposition qu'on fait, alors, j'ai bien vu le forum de l'eau qui va se réunir régulièrement, avec la charte, etc. Donc ça peut être à l'intérieur du forum, en commission annexe, ça peut être à l'intérieur du conseil de développement, ça peut être une commission ad hoc, mais tout au long de la durée de la DSP, il serait intéressant que justement toutes ces questions que j'ai traitées sur des méthodes innovantes d'économie et de préservation de la ressource puissent être travaillées, puissent être mises en avant avec des chercheurs, des archis, des paysagistes, des citoyens, etc., et qui puissent, in fine, faire de Montpellier une vitrine de l'innovation sur ces questions-là d'économie de la ressource. Et là, pour le coup, notre délégataire viendrait en renfort et nous aiderait parce que, quel que soit le délégataire, ils ont effectivement, ça a été dit, un savoir-faire sur cette question et une expertise et des réalisations dans le monde entier. Donc, notre enjeu est de dire, voilà, servons-nous de ces 7 ans de DSP supplémentaires pour aussi amener le territoire à travailler sur l'innovation, sur ces questions qui feront demain et après-demain de l'expertise, de l'emploi, qui permettront de développer des pistes supplémentaires de recherche et qui feront de Montpellier, encore une fois, une tête de proue sur la question essentielle quand on parle de l'eau, c'est l'économie et la préservation de cette ressource qui, comme beaucoup de gens l'ont dit, un bien commun. Je vous remercie, évidemment, on votera pour la DSP. Merci, M. Titsonis. On passe maintenant, on revient à M. Revol. Et ensuite, M. Landier se prépare. Monsieur le Président, chers collègues, je crois que ce débat a déjà un avantage, c'est qu'il a fait exploser le mythe de l'apolitisme de cette Assemblée. Je dois avouer que j'en avais un peu marre d'entendre depuis des années que dans cette Assemblée, il n'y avait pas de politique. D'abord, c'est une confusion énorme sur le terme de politique. La politique, c'est le choix de la gestion de la cité, et que nous ayons des désaccords sur ces choix, ça fait partie de la vie publique. Il faut donc assumer cette politique. C'est très drôle d'être dans une assemblée dont on dit qu'elle n'est pas politique, et on entend s'exprimer des gens au nom d'un groupe MoDem, d'un groupe communiste. Donc arrêtons de nous cacher derrière des boîtes d'allumettes. Nous sommes dans une assemblée politique parce que nous sommes des élus. Voilà. Et de ce point de vue, je ne sais pas si je suis un électron libre, mais la question qui se pose, c'est que si nous sommes ici, c'est que nous avons reçu un mandat. Ce mandat, nous l'avons reçu de nos conseils municipaux, et nos conseils municipaux ont reçu un mandat du peuple. Donc, il est pour nous fondamental que notre conseil municipal dans la ville de Grabel, en avril 2009, décide de passer la compétence au niveau de l'agglo en précisant clairement qu'au terme des contrats, nous demanderons qu'il y ait un référendum citoyen à l'échelle de l'agglo et que s'il n'était pas organisé à l'échelle de l'agglo, nous l'organiserons nous-mêmes. Et deuxièmement, disant notre choix, comme d'autres communes ici, d'une gestion sous forme de régie publique. Donc, ce que nous avons fait, ce n'est pas une décision individuelle, personnelle, du tel ou tel, c'est le respect du mandat que nous a donné notre conseil municipal. Et je constate avec satisfaction que d'autres conseils municipaux se sont réunis, se sont saisis de la question, et ce n'est pas parce que la compétence est au niveau de l'agglomération que cette parole doit être tue. Au contraire, ça contribue à la discussion. Alors, à partir de là, je ne vois pas ce que vient faire l'argument de la loyauté vis-à-vis du chef. La question, nous avons un débat public, il faut s'exprimer sur le fond et voir dans quelle mesure nous respectons le mandat que nous a donné le peuple, plutôt que de dire « je suis aveuglément loyal avec le chef ». Ce n'est pas comme ça qu'on reconvaincra nos concitoyens de l'intérêt de la politique par rapport à la crise de confiance qui les marque aujourd'hui. Deuxièmement, comme beaucoup d'arguments ont été avancés,
je ne les reprendrai pas, ils ont été longuement développés, et je ne pense pas qu'il faille faire reproche à certains de les avoir longuement développés, car le débat, ici, n'a eu lieu qu'aujourd'hui. Il n'y a pas eu de débat sur cette question dans les mois qui précèdent, et nous sommes au cœur de l'été. Donc nous sommes là, je vois que nous sommes nombreux, que les couloirs sont relativement vides, peut-être que c'est dû à la présence des manifestants, et que tout le monde assiste à cette assemblée. Donc je m'en félicite, donc ce débat doit avoir lieu. Et mon collègue Flachet de Grabel a avancé des arguments dont j'attends avec intérêt la réponse que vous apporterez ou qu'apportera Louis Pouget, parce que nous sommes partisans du débat argumenté. C'est que par rapport à certaines questions, on avance et on écoute la réponse. Et en fonction de la réponse, on se forge une opinion. On n'est pas comme des parallèles sur des positions politiques qui ne se rencontrent jamais. On échange des arguments. Alors il y a un argument qui n'a pas été encore abordé. C'est le fait qu'en choisissant la DSP, on transférerait les risques sur le privé et que le public s'économiserait ainsi la prise de risque. Ouh là là, mais c'est un très très vieux débat. La première fois que ce débat a eu lieu, c'est en 1907, entre Charles Gide, partisan de l'économie coopérative et solidaire, et le roi Beaulieu, un grand libéral. C'était à l'occasion de l'éventuelle nationalisation des chemins de fer de l'Ouest. Et ce débat se répète en permanence. On l'a eu dans les années 80, quand les partisans de la privatisation ont dit « il faut transférer sur le risque, le public comme ça n'a plus de risque », et c'est un débat très vieux. Et cet argument ne tient pas la route. Charles Gide avait raison. Charles Gide n'était pas socialiste, c'était un coopérateur, il avait raison. Au bout du compte, quand il s'agit d'un bien commun, parce que cette notion existait déjà là, le risque reviendra toujours à la collectivité publique. Et si vous croyez pouvoir transférer sur un privé ce risque, à la fin, c'est vous qui épongerez les pertes. La socialisation des pertes est une forme de nationalisation la plus perverse, et donc autant prendre les choses en responsabilité tout de suite. Donc je pense que cet argument qui est avancé dans le rapport ne tient pas la route, et qu'à partir de là, lorsqu'on reprend avec attention la totalité du document, on voit bien qu'il y a un avantage pour la régie publique. Donc je ne comprends pas pourquoi ce choix a été fait. Enfin, dernier élément, pourquoi 7 ans? C'est le pire des choix. Soit vous faites une DSP avec une entreprise privée, ce dont je ne suis pas du tout partisan, et vous lui donnez un temps suffisant pour qu'elle puisse investir et qu'elle prenne justement ses risques, et en fonction de ses risques, elle investira. Mais pour 7 ans, vous n'aurez pas de véritable concurrence. Vous aurez une simple continuation du contrat en cours. On sait qu'on se dirige vers cette situation d'une manière ou d'une autre, sans présager par là même du débat qui aura lieu. Mais 7 ans, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on choisit de couper la poire en deux. Donc je sens que Louis est en train de s'exciter, donc il va me répondre. Et à partir de là, pourquoi on choisit 7 ans? Alors si on choisit 7 ans, l'argument, le seul que j'ai entendu, c'est dans la bouche du président, dire on choisit 7 ans pour pouvoir aller à la régie publique. Donc d'abord, je me félicite que la régie publique devienne majoritaire, grâce à cette prise de position. Donc, on se donne 7 ans. Mais je suis prêt à aider, disons, les responsables de l'agglomération de Montpellier de prendre des rendez-vous avec le maire de Paris, ou avec le maire de Grenoble, ou avec le maire de Valence, ou avec le maire de toute une série de villes qui n'ont pas mis 7 ans pour passer en régie publique, et qui l'ont fait d'une manière excellente. Donc, pourquoi 7 ans? Je ne comprends pas. Je pense que c'est le pire des choix, et qu'à partir du moment où on se donne le but, et que vous allez les uns et les autres, sauf si vous ne vous représentez pas, vous retrouvez devant les citoyens, vous leur dites, ben moi je suis pour le passage en régie publique, ou je ne suis pas pour le passage en régie publique, mais si vous êtes pour le passage en régie publique, voilà les moyens que je me donne aujourd'hui pour y passer de manière efficace et le plus rapidement possible. Or, en reportant la décision à 2 élections municipales plus loin, vous portez atteinte à la crédibilité de votre propos lorsque vous dites que vous voulez revenir en régie publique. Voilà ce que je voulais vous dire. Je te donnerai les éléments de réponse, rassure-toi. Alors, interlocuteur suivant, Monsieur Landier. Monsieur le Président, chers collègues, donc en préalable, je voudrais dire moi aussi que j'ai été surpris de lire dans la presse le résultat des décisions que nous sommes amenés à prendre aujourd'hui. Et je vous suggère de faire les conférences de presse après les conseils et non avant. Ça permettrait de commenter, de préciser. Ça serait peut-être moins attractif pour les journalistes, mais ça serait plus démocratique.
Moi, j'ai essayé d'aborder le dossier sans a priori, de l'étudier dans l'analyse et les propositions qu'il fait, et je reconnais qu'il m'a été assez difficile de trancher. Sur le diagnostic, j'ai retenu que dans l'ensemble, le système actuel fonctionnait bien et avait de bons résultats, sauf sur le renouvellement du réseau. Dans les propositions, j'ai constaté que financièrement, la régie était plus favorable, 5%, c'est pas énorme, mais que les coûts de transition aboutissaient à une égalité de coûts. J'estime d'ailleurs que ces coûts de transition ont été un peu trop chargés au niveau des coefficients, puisqu'ils interviennent à la fois dans l'analyse financière et dans les critères de décision à la fin, donc 2 fois dans le rapport. J'ai accordé une certaine importance à l'idée de la transparence dans le cas de la régie et de l'association des usagers aux décisions. Je pense aussi que les élus seraient plus favorables à la lutte contre les fuites, les pertes, les économies d'eau, pour les économies d'eau et en faveur du renouvellement du réseau. Je pense que la charte que nous venons d'adopter et avec laquelle je suis d'accord correspond davantage à l'esprit d'une régie qu'à celui d'une délégation. Et enfin, j'ai noté aussi dans le pré-rapport que dans l'ensemble, vous êtes favorable à une régie, mais plus tard. Alors, je pose la question comme d'autres, pourquoi attendre 7 ans si la régie est souhaitable? Et donc ma position, ce sera en faveur de la régie. Merci. Merci, M. Landier. Nous passons à Mme Beccaria. Monsieur le Président, je ne pouvais pas rester muette, un petit peu comme Pierre Morel, touché par l'exposé de Max Levita, qui nous a fait un exposé ex cathedra sur l'utilisation et l'interprétation des statistiques, discipline dont il a été professeur. Il a démontré comment on peut les utiliser dans le sens que l'on veut, et pour démontrer aussi combien l'auditoire est niais de ne rien comprendre à ce rapport. Il se trouve que durant mes études, j'ai eu un autre professeur que Max Levita a sûrement connu, c'était André Tiano, professeur d'économie politique, qui nous a dit « Méfiez-vous des statistiques, c'est comme le bikini, ça peut montrer beaucoup, mais ça peut et ça cache l'essentiel. » J'observe qu'il est dommage... C'est une vision des choses. J'observe qu'il est dommage que Max Levita critique chez l'autre ce qu'il utilise lui-même avec brio. Je pense pour ma part que ce débat mériterait de sa part plus de modestie et plus d'honnêteté intellectuelle. Et je rejoins ici Pierre Morel. Personne ici ne peut mettre en doute l'intérêt public et pour la chose publique, vérifié par les actes, que ce soit du président Jean-Pierre Moore ou de Louis Pouget et de tous ceux qui ont travaillé et participé à cette élaboration. Merci, merci. Alors ensuite, on passe à Mme Dombreau-Coste. Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Je vais dire à mon tour ce que je pense de cette délibération. Je trouve que c'est intéressant d'avoir pu entendre de nombreuses interventions ce soir. Ce n'est pas toujours le cas à l'agglomération. Ça prouve bien que c'est un lieu où on fait de la politique, contrairement à ce que certains pensent. C'est toujours le cas. La parole est toujours libre. Et je trouve ça plutôt positif, moi. Je voudrais saluer d'abord la qualité du rapport de Louis Pouget, moi qui m'a permis d'avoir des éléments complémentaires, en plus des différentes discussions que nous avons eues avec lui. Aujourd'hui, ce soir, on est appelé à délibérer sur un sujet éminemment important, probablement l'un des plus importants de notre actuelle mandature. La gestion de l'eau dans les communes de l'agglo, doit-elle passer en régie ou rester en DSP? Pour moi, c'est d'abord, avant tout, un choix politique et pas un choix technique. Et tout d'abord, je voudrais revenir sur un point qui a été dit et redit, mais je vais le redire aussi, parce que pour moi, il est essentiel et c'est un des arguments sur lequel je fonde mon avis. L'eau n'est pas une marchandise. L'eau, c'est un bien commun, c'est un bien universel, c'est une ressource rare que nous devons préserver avec le souci de la transmission aux générations futures et dont nous devons assurer l'accès à tous et à un juste et modique prix.
Or, toutes les enquêtes et études prouvent qu'il y a tout de même un surcoût lorsque ce sont des entreprises privées qui gèrent l'eau. Et toutes les expériences de retour en régie publique ont permis de faire baisser le prix de l'eau pour les consommateurs, même si ce pourcentage est discutable, selon les études. Et nous savons tous également les bénéfices considérables des grands groupes de l'eau. Je me soucie aussi, et je sais que vous tous, c'est la même chose, du pouvoir d'achat des ménages qui est de plus en plus contraint aujourd'hui. Aussi, il nous appartient de mettre tout en œuvre pour leur offrir l'eau au prix le plus bas possible. J'ai entendu tous les arguments développés pour nous proposer une nouvelle délégation de service public pendant 7 ans. À défaut d'un passage immédiat en régie, je pense qu'un signal, un premier pas, aurait pu être accompli, soit en mettant en place la régie au moins pour la production de l'eau et en laissant la distribution au privé, soit en proposant de reconduire la délégation de service public pour une durée intermédiaire. Ce n'est pas le choix qui a été fait, je le regrette. Il nous est proposé ni plus ni moins que de reconduire le dispositif existant sans tenir compte de l'émergence d'une conscience citoyenne et d'une opinion publique en faveur de la qualité, mais aussi d'une gestion rigoureuse et plus de transparence. Pour ma part, en tant que socialiste, je suis favorable à la maîtrise citoyenne de l'eau et j'aurais souhaité que cet objectif soit clairement acté dès aujourd'hui. Enfin, cette délibération nous est proposée alors que cette Assemblée sera renouvelée lors des élections municipales de mars 2014. Aussi, sur un plan moral et éthique, je trouve gênant d'engager les futurs élus sur un sujet aussi crucial pour l'intégralité de leur mandat. Pour toutes ces raisons, je ne voterai pas en faveur de la délégation service public. En revanche, j'ai pris note des efforts réalisés par l'agglomération pour associer les citoyens à travers une concertation, qui est un bon début, même s'il faut aller plus loin. J'ai bien pris acte de l'annonce d'une baisse de 10% du prix de l'eau et de la création d'un chèque social pour les familles les plus modestes. Enfin, je crois à la sincérité de ceux qui portent ce dossier lorsqu'ils nous indiquent qu'ils veulent préparer le retour en régie publique de l'eau. Aussi, pour leur accorder le bénéfice du doute et pour ne pas que mon vote soit politiquement instrumentalisé pendant cette période préélectorale, je m'abstiendrai. Merci, Madame la députée de la République. Monsieur Alauzet. Monsieur le Président, chers collègues, je ne prends pas souvent la parole parmi les élus, mais par contre, sur ce dossier, je voudrais intervenir en tant qu'élu de la commune de Fabrègues et aussi apporter un témoignage, car je suis le président du syndicat du Bas-Languedoc. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce syndicat, il concerne quand même 9 communes de l'agglomération de Montpellier, c'est-à-dire Cornon-Terral, Cornon-Sec, Murviel, La Vérune, Saint-Jean-de-Védas, Saint-Georges-d'Orques, Pignan et Fabrègues. Donc 9 communes de l'agglomération sont concernées par le syndicat dont j'ai l'honneur d'être le président. C'est un syndicat qui couvre quand même, pour vous donner l'importance du témoignage que je vous apporte, 200 000 personnes l'hiver, 500 000 l'été. Donc c'est un très très gros syndicat dans le sud de la France et nous sommes en DSP. Donc j'aimerais vous parler de mon expérience pour que vous ayez un jugement de quelqu'un qui pratique l'eau depuis 20 ans dans ce syndicat. Alors, je dois préciser d'une part que je ne suis pas du tout contre la régie publique, puisque sur Fabrègues, je l'avais dit au Forum de l'eau, nous avons mis en place une régie pour l'éclairage public, donc je n'ai pas d'a priori en tant que mode de gestion contre la régie, mais par contre, je peux apporter une expérience sur la DSP. Et je regrette que dans certaines communes, on a organisé des débats en appelant que des gens qui parlaient pour la régie et non pas pour la DSP. Alors, je dois signaler quand même que j'ai reconduit le contrat DSP jusqu'en 2021 sur mon syndicat pour 27 communes, toutes les communes comprises entre Agde et Montpellier-Ouest, c'est-à-dire tout le tour de l'étang de Tours et les 9 communes de l'agglo que j'ai citées. Les 27 communes ont voté la DSP sans que ça fasse débat. Il faut le savoir. Dont les 9 communes de l'agglo qui sont présentes aujourd'hui. Donc je dois dire que ça ne faisait pas débat. La problématique, elle n'est peut-être pas là, sur l'eau. Alors c'est bien que vous y intéressez, parce que moi, ça fait 20 ans que j'y suis, et je voudrais donc quand même vous amener quelques éléments. Naturellement, je suis sensible quand on me dit qu'on peut baisser le prix de 30%, qu'on peut augmenter le réseau, qu'on peut augmenter la qualité. Moi, vous me dites ça dans la rue, je signe. Hein. Vous me faites voter dans une commune, je vote. Mais moi, je suis sur le terrain. Je dirige les affaires directement, concrètement. Je peux vous dire que c'est de la démagogie, ou alors une méconnaissance complète de la problématique de l'eau. Alors, je dirais, oui, on peut baisser les prix. D'ailleurs, je m'étonne même qu'on puisse dire 10%, pourquoi pas 15%, pourquoi pas 20%. Moi, je poserai la question, pour quel service, pour quelle prestation, pour quelle sécurisation,
Pour quel renouvellement? Dans quel contexte géographique? Et tout à l'heure, je parlerai de Grenoble, j'ai entendu 4 ou 5 fois. Je vais vous parler de Grenoble, mais moi je vais vous donner des éléments chiffrés. Et ceux qui veulent les sources, je leur donnerai. Hein, parce que je ne parle pas en l'air, je vous donnerai toutes les sources des chiffres que je vais vous avancer. Alors, à Montpellier, on a une eau qui est à 1,29 €, hors taxe, l'eau potable, la partie eau potable. Grenoble actuellement est à 1,19 €. Sachez quand même que Grenoble a le plus mauvais rendement de réseau de France. Vous regardez n'importe quel ABAC, indice linéaire de perte, rendement du réseau, Grenoble est le plus mal placé. Si vous regardez par exemple les prix de la commune, ils ont augmenté, la facture de 120 mètres cubes a augmenté de 30% en 5 ans. L'endettement a été multiplié par 4 en 7 ans. Et pourtant, ils ont l'eau qui vient des glaciers, qui descend directement dans la ville en gravitaire. Ils chlorent même pas l'eau, elle est livrée comme ça, sans aucun traitement. Et naturellement, ils ont, comme disait tout à l'heure Louis, un réseau très concentré, à savoir il y a 8600 habitants au kilomètre carré, comme Paris. Si vous comparez un syndicat comme le mien qui part de Montagnac ou de Agde jusqu'à Montpellier, vous comprenez qu'on n'est pas sur la même problématique et sur le même prix. Nous, par exemple, on a le même prix que l'agglomération de Montpellier, 1,29 € le mètre cube. Les 1000 litres, je rappelle. Eh bien, on vient de faire une usine qui nous a coûté 15 millions d'euros pour sécuriser l'approvisionnement pendant 20 ans. On vient de construire une usine de pompage sur l'Hérault pour répondre aux besoins du Biterrois. On vient de remplacer 5000 branchements en plomb. On vient de renouveler dans le mandat 20 millions d'euros de réseau. Croyez bien que ce n'est pas le mode de gestion qui détermine l'investissement, ce n'est pas le mode de gestion qui détermine le prix de l'eau. Il peut jouer, mais ce n'est pas l'élément déterminant. Moi, je voudrais dire que je vais être provocateur. Je trouve que l'eau n'est pas chère à Montpellier. Permettez-moi de vous le dire. Alors d'abord, un chiffre précis, INSEE, moyenne nationale, le prix de l'eau TTC avec l'assainissement, 3,40 €. Quel est le prix de Montpellier? Beaucoup de gens ont dû voter contre aujourd'hui, ils ne connaissent pas. Peu de gens connaissent le prix au mètre cube assaini. C'est 3,43 €. Nous sommes strictement dans la moyenne nationale. Est-ce que vous savez que pour un ménage qui consomme 330 litres d'eau par jour, ça coûte 1 €, 2 fois moins et demi que les télécommunications, 5 fois moins que l'énergie. 1,1 € les 330 litres d'eau pour un ménage. C'est ça la réalité. Il faut dire que l'eau n'est pas chère. Si je prends des comparaisons internationales, vous allez dire, oui, mais en France, il n'y a que de la DSP, on fait n'importe quoi. Je vous donne des prix, moi. Le Danemark, 6,55. L'Allemagne, 5,31. Les Pays-Bas, 80. La Belgique, 4,11. La Finlande, 3,95. Le Royaume-Uni, 3,66. La Suède, 3,40. La France, 3,40. Je peux vous citer des pays de même niveau économique, avec, je dirais, un petit peu la même géographie, et vous voyez que la France est le bon élève de l'Europe au niveau du coût de l'eau. Et quand on me dit que l'eau va baisser, je suis perplexe. Tous les réseaux ont été créés il y a 50 ou 60 ans. C'est maintenant qu'on les renouvelle. Et l'investissement lourd, il arrive maintenant. Alors c'est vrai qu'on fera des efforts pour baisser le prix de l'eau, parce qu'on va pouvoir, par les négociations de DSP, par l'évolution des process, on va pouvoir gagner sur la gestion de l'eau. Par exemple, on a la télérelève, on a la télégestion, on a la possibilité maintenant de faire des recherches de fuite avec des oreilles. On a des camions qui permettent de réparer très rapidement les fuites sans abîmer la voirie. On a une géolocalisation des agents, etc., etc. Tout ça veut dire qu'on va pouvoir baisser le prix de l'eau sur la partie sûrement donc, entretien, gestion de l'eau, mais on sera obligé de mettre davantage d'argent pour le renouvellement des réseaux. On l'a déjà abordé tout à l'heure. Donc moi, je ne crois pas à une baisse du prix de l'eau dans l'avenir. Je vous le dis, l'eau augmentera, elle ne baissera pas, quel que soit le mode de gestion. Je voudrais dire enfin que pour avoir une régie, et j'y crois puisqu'à Fabrègues on l'a mis en place pour l'éclairage public, il faut une taille critique. Parce que quand vous avez un syndicat comme le mien, 500 000 personnes, c'est pas rien, c'est plus que Montpellier. Hein, eh bien, il vous faut un centre clientèle qui fonctionne 7 jours sur 7. Il vous faut un centre d'ordonnancement. Il vous faut des équipes d'astreinte qui réparent 24 heures sur 24. Il vous faut des laboratoires d'analyse pour avoir une bonne réactivité sur les analyses d'eau. Il vous faut un staff d'ingénieurs qui permettent de suivre les usines de pompage ou de potabilisation. Il y a une évolution des process qui est très rapide, notamment sur l'assainissement. Il faut faire une veille technologique. Cela nécessite des staffs d'ingénieurs. Et il faut également mettre en place des plans de crise.
Je me suis parlé tout à l'heure donc de l'eau qui allait être de plus en plus rare, des rivières qui vont diminuer au niveau de l'étillage. On en est conscient. Il va donc falloir avoir des moyens très importants. Et je ne sais même pas si aujourd'hui, la taille de l'agglomération de Montpellier est suffisante pour supporter une régie. Donc moi, excusez-moi, je suis à l'encontre de tous les gens qui ont parlé ce soir. Je suis un partisan de la DSP, parce que ce n'est pas le mode de gestion qui est en compte, c'est la négociation des contrats. Alors si les élus sont bien entourés, c'est le cas à l'agglomération de Montpellier, on a des cadres de qualité, on a de très bonnes équipes, eh bien on est capable de négocier le juste prix sur l'eau et d'avoir un prix de l'eau qui soit acceptable, et il est à 1 € par jour. Donc j'appuierai avec la commune de Fabrègues la position de Monsieur le Président et de Louis Pouget. Merci Monsieur Alauzet. La parole est à Monsieur Morales. Oui, alors intervenir juste après le propos du représentant de Fabrègues, c'est un peu difficile, mais ça me donne un peu d'eau à mon moulin. Je voudrais regretter quand même une certaine dramatisation du débat. On est en train de dramatiser ce débat. Bien sûr, l'eau, c'est un bien commun, c'est le patrimoine de l'humanité. Nous sommes, je pense que les médecins le confirmeraient, fait à 80, voire à plus de 80% d'eau. Donc on peut le dramatiser. J'aurais aimé avoir les mêmes débats sur les sols, par exemple, sur la municipalisation des sols, qui aurait permis de résoudre beaucoup de problèmes. La nationalisation des sols, qui permettrait de lutter contre les risques de malnutrition, qui permettrait une nourriture saine, abondante et raisonnée pour tout le monde. Donc ces discours-là, on peut effectivement les avoir. Et de philosophie, je serais bien sûr porté plutôt vers l'idée d'aller vers une régie, une nationalisation. Je vois que notre gouvernement actuel et les députés qui le soutiennent n'ont pas fait le choix de nationaliser en sidérurgie, parce qu'il y a des réalités effectivement derrière et des transitions normales à mener. Donc je voulais plutôt avoir un regard, comme le disait notre ami Morel, pragmatique. Quels sont les objectifs ? L'objectif, c'est fournir une eau de qualité, assurer la fiabilité du service et sa sécurité, sa sécurisation. Est-ce que ce que vous nous proposez le permet ? Je crois que oui. L'objectif est de maîtriser le fonctionnement global du système et assurer sa pérennité, son renouvellement par des investissements qui sont lourds et dont il faut assurer après des amortissements sur un très long temps. Ce qu'on nous propose le permet. Est-ce que l'objectif est de maîtriser le coût de l'eau et d'en apporter, pour la facture payée par le concitoyen, une baisse conséquente ? Oui, ce que vous nous proposez nous le permet. Est-ce qu'il s'agit de préserver la ressource, d'assurer, même si on a recours à un certain rabattement de la nappe, assurer sa pérennité? Est-ce qu'il faut préparer des alternatives comme le recyclage? Et je suis d'accord avec ce qu'a dit mon collègue Frédéric Sissonis là-dessus. Le recyclage de l'eau, son économie, oui, cela le permet. Alors je pense qu'il ne faut pas que l'on se lance, qu'on se laisse enfermer dans un débat dogmatique. Vous avez, par la décision que vous nous proposez d'une mesure transitoire, échappé à ce discours dogmatique. Parce qu'à ce moment-là, moi, l'élu de Montpellier, j'aurais pu aussi émettre un vote négatif sur la privatisation d'une crèche, sur la privatisation de l'air au travers de la vente d'un espace vert. Pourquoi vendre un espace vert? J'ai eu la réponse. La réponse est, on ne peut pas subvenir actuellement à la gestion de cet espace vert et de son patrimoine. Donc j'ai été solidaire, j'ai compris cette décision-là, j'espérais pouvoir la retarder. On verra ce que dira la réalité économique, mais Monsieur Lévita, qui est chargé des finances à la ville de Montpellier, vous avez fait des propositions de privatisation. Je pose la question aussi, est-ce que nous ne voulons pas une solidarité pour permettre un accès à l'eau pour tous? Vous faites une proposition du chèque. Et là, je suis quand même très étonné de certains propos contre l'aide sociale. Alors bien entendu, si on était dans un système de plein emploi, je dirais abandonnons l'aide sociale. L'aide sociale, c'est de la charité, bien entendu. Mais alors, êtes-vous pour la suppression du RMI? Êtes-vous pour la suppression du RSA? Êtes-vous pour la suppression de l'APA? Allez jusqu'au bout de la logique quand vous attaquez les aides sociales et l'assistanat. Ça, c'est un discours qui est plutôt un discours que j'entends dans un bord extrême, mais un extrême qui est plutôt à droite.
Voilà ce que je voulais dire. Donc vous faites un choix de transition, vous faites un choix d'ouverture du dialogue. Madame le maire de Montpellier a repris ces quelques arguments-là. Vous êtes dans le choix de laisser une décision encore ouverte dans un temps qui nous paraît relativement court et qui nous permet effectivement d'assurer une transition, des études complémentaires et ne pas aller à l'aveuglette parce qu'on l'a vu dans le débat ce soir, les avis sont contradictoires et ce que l'on a pu nous dire sur Grenoble, apparemment j'apprends, j'étais assez sensible à certains arguments, j'apprends apparemment que ce n'est pas du tout la réalité. Voilà. Donc je voterai bien sûr ce vote. Merci. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Du calme, du calme. C'est pas Naboyank. Monsieur Morales, merci. On passe maintenant à Monsieur Subra. Je commençais à désespérer, Monsieur le Président. On y arrive, on y arrive. C'est un débat qui est long, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? C'est un sujet... Ce débat qui est long, c'est un sujet éminemment compliqué. Moi, je l'ai abordé, disons, avec plein de doutes et en toute modestie. Contrairement à certains, je ne parlerai pas de certaines interventions qui sentaient le politique montpelliérain à plein nez. À mon avis, elles n'avaient pas lieu d'intervenir ici. Parfois, c'est un peu triste de la part de notre président de groupe, mais ça n'avait pas lieu d'intervenir ici. Mais je pense plutôt, j'étais quand même surpris aussi par les propos et les démonstrations de mes camarades de Grabel. Pierre Morel l'a dit, en fait, voilà le choix d'un système de gestion de l'eau, avec ses aspects qualitatifs, ses aspects quantitatifs, et devrait être basé uniquement sur des éléments économiques et non pas devenir une défense d'un dogme. Moi, de toute façon, je vous l'ai dit au début, j'ai abordé ça plein de doutes, j'ai toujours tendance à me méfier des personnes pleines de certitudes. Et depuis le début, effectivement, vous êtes plein de certitudes. Pour moi, ce n'est pas une attitude scientifique et ce n'est pas source de progrès. Alors, en rigolant, je me suis dit, avec vous, manifestement, Galilée, il était condamné. Hein. Il n'avait aucune chance. Si, il était condamné. Voilà. Alors, revenons là-dessus, parce que les faits sont têtus, et il y a un dossier, je l'ai lu, j'ai fait comme mon camarade Bouillet, je l'ai lu, c'est pénible, c'est ardu, mais c'était nécessaire si on veut effectivement entrer dans le débat, et pas simplement le survoler. En fait, qu'est-ce que j'ai constaté? Mais ça, c'est une vieille expérience. Je fais partie des doyens ici dedans. C'est une vieille expérience. Des exemples de régie qui marchent bien, il y en a. Qui marchent mal, il y en a. Des contre-exemples de DSP, il y en a aussi. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve tout simplement que quand ça marche bien, et ça a été dit tout à l'heure, c'est que les équipes de la collectivité territoriale sont à la hauteur, sont au niveau, savent ce qu'elles veulent faire, elles contrôlent, et donc le moyen, ça vient d'être dit, le moyen de gestion n'est qu'accessoire. Le tout, c'est effectivement qu'il y a dessus. Alors en plus, je crois que vous l'avez un petit peu dit quand même, il serait de bon ton de penser que la régie serait une solution vertueuse, caractéristique des seules collectivités de gauche. À l'évidence, c'est faux, il y en a autant à droite qu'à gauche. Et le plus bel exemple, vous l'avez cité, bien sûr, vous l'avez mis sur les grandes villes. Mais quand je vois Estrosi à Nice, qui met en régie tous ses services, je vous promets, moi qui suis un vieux du service public, je m'interroge quand même quels sont les arrière-pensées et si c'est effectivement aussi vertueux que nous le prétendons. Alors, j'ai dit que j'ai regardé effectivement les chiffres, je les ai regardés. Régie ou DSP, les chiffres qu'on a Louis, manifestement, que ce soit au niveau de l'exploitation, au niveau du mètre cube, au niveau du taux de fuite, rien ne nous permet d'une façon évidente de nous prononcer pour un choix. Et là, les chiffres, ce n'est pas des fantaisies. Ils les ont écrits, ils ont été validés, ces chiffres, ils sont têtus. Moi, là-dessus, je ne suis pas capable, effectivement, de dire... Je ne veux pas l'air plus con que l'autre. Si effectivement c'était évident, je dirais à Louis, mais tant pis pour toi, on passe à autre chose. Il n'y a rien qui effectivement nous montre. Heureusement, c'est rassurant. Parce que si un régime était tellement meilleur que notre, je me demande à quoi servirait notre débat. Et effectivement, on aurait pu aller se coucher plus de bonne heure. On aurait choisi le régime qui,
à l'évidence et sans référence à un dogme, était meilleur que l'autre. En plus, vous avez évoqué le statut du personnel. Moi, ça m'intéresse, le statut du personnel. Effectivement, ça me paraît essentiel, mais malheureusement ou heureusement, il n'y a pas de grande différence entre l'un et l'autre. Et mon camarade Michel Passé, qui est vigilant là-dessus, s'il y avait un gros écart, je crois qu'il l'aurait signalé, et je connais son honnêteté là-dessus, et toi aussi, Max, il n'y a aucun problème. Alors, que nous propose notre camarade Louis Pougy, qui finalement a eu des éloges, il l'a fait sérieusement, il l'a fait avec passion, moi je connais, je sais. Qu'est-ce qu'il nous propose? Sagement, il nous fait constater que grâce à notre ancienne DSP, grâce à la façon dont elle a été gérée d'abord et longtemps par la ville de Montpellier, puis par l'agglomération, les Montpelliérains disposent d'une eau de qualité, en quantité et à un coût raisonnable, et ça vient d'être démontré, tout à fait comparable à celui des villes de même taille. Que nous propose encore Louis Pouget? Sagement, il nous propose de continuer en faisant mieux. Chartres, baisse du prix, amélioration du fuite. Qu'est-ce qu'il nous propose encore? Sagement, alors on dit pourquoi ça? Sagement, il nous propose pour cette DSP un délai court pour voir comment tout ça va évoluer sans comparaison avec le précédent et sans passion et sans tout mettre sous le dos d'un dogme. Toutes ces propositions me paraissent, c'est un terme que j'aime bien, me paraissent raisonnables. Raisonnables, même excellentes, c'est à titre personnel, et devraient apporter satisfaction aux Montpelliérains, parce que c'est pour ça qu'on travaille. Satisfaction aux Montpelliérains. Donc, Monsieur le Président, je voterai pour la DSP que vous nous proposez, sans réserve. Merci, Monsieur Subra. Alors, dernier intervenant avant que le rapporteur nous fasse part de ses observations, après tout ce qu'on a pu entendre dans les interventions des autres, et puis je conclurai également le repas. L'appétit est là, ne faites pas de soucis. Voilà. On fera l'entrée, le plat principal, le dessert, tout ce que vous voulez. Monsieur Pastor, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, chers collègues. Ça m'a mis en appétit, ça, je vous le dis. Je ne vais pas vous lire une déclaration que j'ai écrite pour distribuer à la presse à la sortie pour que demain ça fasse une puce ou dimanche. Je vais essayer de réagir un peu à tout ce que j'ai entendu. Je souscris et j'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Alauzet. Parce qu'à Castries, on a été le seul endroit où j'ai organisé un débat avec des élus. L'un avait une régie, l'autre avait une DSP. C'est le seul endroit des élus. Un de Perpignan, un autre du Lot-des-Voix. Et ils ont confronté leurs arguments dans un climat extrêmement serein. Ils ont surtout reconnu qu'il n'y avait pas de solution miracle. Parce que s'il y avait une solution miracle, tout le monde prendrait la même solution. Et que c'était surtout fonction du territoire, de l'histoire du territoire dans lequel on était, etc. Ça, c'est la première chose. Ça n'a pas remué les foules. Hein. J'avais demandé à 30 copains de venir, heureusement, et puis j'en ai eu 20 autres qui sont venus fervent DSP, que DSP m'accusant justement de galvauder le débat, puisque j'avais, de galvauder le débat, puisque j'avais osé inviter un élu qui avait choisi la DSP. Mais c'est comme ça, moi, que j'entends la démocratie. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je ne mets pas en doute la bonne foi de tous ceux qui ont parlé, mais je crois qu'il y en a qui ont péché par omission. Par exemple, quand on parle de droit d'entrée dans les contrats, c'est fini. La loi ne l'autorise plus. N'appliquons pas, ne regardons pas aujourd'hui ce qui s'est fait il y a 25 ans avec les lois d'il y a 25 ans. Parce que moi, je voudrais rappeler une chose, et ça aussi, la loi ne le permet plus. À l'époque, dans toutes les communes, on abondait le budget général avec les excédents du budget de l'eau et de l'assainissement que l'on facturait à ceux qui buvaient, à ceux qui utilisaient l'eau. Et ça, la loi ne le permet plus. Et c'est très bien. Alors on pourrait dire effectivement, et on était en DSP et en régie, et tout le monde faisait pareil à ce moment-là. Maintenant, la loi ne... Donc il faut regarder les choses
avec ce que la loi permet maintenant. Et la loi a évolué dans ce domaine-là, et c'est très bien. Après, je souscris à tout ce qui a été dit sur l'eau bien commun, etc. Là, il n'y a pas de souci. Pourquoi 2021? Mais moi, je suis surpris. Mais M. Revol, vous avez donné la réponse. Vous avez dit dans votre intervention, au départ, que quand on avait demandé la compétence d'eau, je rappelle qu'à prendre la compétence d'eau, c'est les maires qui l'ont demandé au président de l'époque, Georges Frêche, qui n'était pas très chaud, d'ailleurs, pour la prendre. Je le dis très franchement. Il n'était pas très chaud. Et il a fallu plusieurs réunions pour le convaincre. Et convaincre son administration. On y est arrivé. Mais vous avez dit, il y aura une consultation au terme des contrats, dans votre propos liminaire. Mais le terme des contrats, ce n'est pas 2014, c'est 2021. C'est le contrat de M. Alauzet, c'est le contrat de Garrigue-Campagne. C'est là qu'il y a le terme des contrats. Et c'est pour ça que je trouve que la solution, certains la traiteront de radical socialiste, mais la solution du président de dire on fait une DSP jusqu'en 2021 et à ce moment-là on se prépare à pouvoir passer en régie me satisfait pleinement. Alors ce que je voudrais quand même soulever un problème que M. Revol n'a jamais soulevé, c'est que depuis qu'on a pris la compétence eau, ça va être la deuxième baisse du coût de l'eau qu'il va avoir. Il l'a eu à l'époque, quand on est rentré à la gauche, il y a eu une certaine harmonisation des prix. Là, vous annoncez que ça va baisser de 30 centimes, mais je pose une question. Et les communes du syndicat Baronne, Languedoc, et les communes de Garrigue-Campagne, est-ce qu'elles vont avoir, elles aussi, cette baisse de l'eau? Personne n'a soulevé la question. Et d'après ce que je sais, ce n'est pas évident. N'est-ce pas, monsieur le président en charge, lui, auquel je tiens à rendre un hommage particulier? Et le chèque social, on ne l'aura pas, nous non plus, pour le moment. Ça ne concerne que 13 communes. Alors je crois que ça, c'est un problème de fond et de solidarité. Personne ne l'a soulevé jusqu'à présent. Moi, je le soulève. Je le mets sur le tapis. Et j'attends de voir après comment les gens se détermineront. Le jour, il faudra peut-être prendre un peu aux uns pour pouvoir donner aux autres. C'est en tout cas ce que je plaiderai en tant que maire de Castries. Donc, voilà ce que je voulais dire, je ne veux pas être plus loin. Et puis, vous savez, les DSP. Mais les transports publics, ce n'est pas un bien commun, les transports publics. Y a-t-il eu débat quand on a donné la DSP sur les transports publics? Unanimité du Conseil d'agglomération. Et d'autres cas. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Pastor. Écoutez, on arrive au terme de ce débat. Louis Pouget va s'exprimer, puis je prendrai la parole ensuite. Je tenais tout d'abord à vous féliciter de l'écoute des uns par rapport aux autres. Quand j'entends dire qu'ici ça ne discute pas, ça me fait doucement sourire quand même. Ça fait 3h15 que nous sommes sur une délibération importante. Mais comme le sont toutes les délibérations de l'agglomération, elles sont toutes importantes. Sinon, elles ne nécessitent pas de monter en délibération devant le Conseil d'agglo. Et puis ça a été calme, mais je reviendrai sur certains propos qui ont été tenus. Monsieur Pouget, vous avez la parole. Je vais essayer de répondre à tout le monde. Il faut reconnaître qu'il y a eu énormément de sujets qui ont été évoqués autour de l'eau. Bon, déjà, sur l'intervention de Christian Bouillet qui a parlé justement d'Aqua-Domitia. Aqua-Domitia, c'est pour nous un complément extrêmement utile et essentiel pour l'agglomération de Montpellier. Et quand on dit pour l'agglomération, ça va même au-delà, parce qu'aujourd'hui, Aqua-Domitia, c'est la sécurité d'alimentation en eau en période d'étiage qui est assurée. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet qui me semble essentiel et important, c'est qu'en matière d'irrigation, on va prendre 2,5 mètres cubes seconde dans le Rhône, ce qui représente à 0,3% de son débit en période d'étiage, ce qui est 3 fois rien. Et de notre côté, ça va permettre à ce moment-là d'avoir, au niveau de l'agriculture et de la viticulture, d'avoir des produits qui n'auront pas le stress climatique, avec des produits de qualité et d'une qualité régulière, maintenue.
Et de notre côté, ça veut dire aussi que sur un certain nombre de terrains qui entourent les communes, mais ça va permettre, en ayant des terrains cultivés, de maîtriser aussi l'urbanisme. Autrement dit, aujourd'hui, Aquadomicia, c'est un élément essentiel sur la sécurité en eau. Il a été dit, en ce qui concerne l'eau du Rhône, on a parlé de certains, notamment sans l'avoir nommé, mais j'ai compris les PCB. De toute façon, qu'on soit en régie ou qu'on soit en DSP, l'eau du Rhône, c'est l'eau du Rhône. Ça ne change rien. De l'autre côté, les PCB, ça ne se dilue pas dans l'eau. Ça se dépose sur les sédiments et nous n'avons pas de problème de PCB, notamment dans les réseaux qui concernent l'agglomération. D'ailleurs, Jean-Marc Alauzet, à la station de Fabrègues, ils ont fait une station pour 30 000 mètres cubes jour pour passer la période d'étiage avec le Cap d'Agde. Mais il y a des analyses qui sont faites à l'entrée de la station et à la sortie, et on se rend compte que l'eau du Rhône, elle est bien meilleure que ce que certains le disent. Mais ça, on n'empêchera jamais les gens de parler d'un truc dont ils n'ont jamais rien maîtrisé. Ça, c'est comme ça, on n'empêchera pas les gens de parler. Mais de temps en temps, il est quand même préférable de rétablir la vérité. Ensuite, ce que je voudrais dire aussi par rapport à ce qui a été dit, j'ai entendu Michel passer, c'est vrai, l'eau, ce n'est pas une marchandise, mais l'eau, de toute façon, elle a un coût, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et en plus de ça, l'eau, elle a un coût depuis très longtemps. Je vous signale qu'en 1264, Jacques Ier d'Aragon a autorisé les consuls à faire un prélèvement pour essayer de faire venir l'eau à Montpellier. Il a fallu attendre 1767 pour que le maréchal de Richelieu et Pitot y parviennent. 5 siècles pour faire venir 25 litres seconde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Nous, avec les syndicats Balanguedoc, Salaison, Garrigue-Campagne, le Pic Saint-Loup et le Pays de l'Or, on fait un schéma directeur sur 70 communes. Ça concerne 700 000 personnes. Avec une perspective, il faut savoir que sur les 70 communes, il y aura d'ici 2030 198 000 habitants supplémentaires. Et sur les 198 000 habitants supplémentaires, il y en aura 92 000 dans l'agglo. On a fait un schéma directeur en 2 ans. Et nous l'avons fait adopter à l'unanimité. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que quand on voit la masse de travail qui est faite, quand on voit tous les gens qu'on met autour d'une table pour poser les problèmes techniquement et d'une manière très objective, on arrive à être d'accord, et ici, on dit, on fait de la politique. Et comme on fait de la politique, c'est pas aussi évident. Il y a des interprétations. Alors, je veux bien... j'ai vu qu'il a été parlé de reporter les échéances. Alors, s'il n'y avait qu'un seul contrat, d'ailleurs, moi, je lis aussi la presse, je regarde un peu ce que disent les uns et les autres. J'ai vu sur le Midi Libre qu'il y en a qui pensent qu'il n'y a qu'un seul contrat. Il y a 17 contrats. Il y en a 6 concernant l'eau, il y en a 11 concernant l'assainissement. Si il avait s'agi de faire qu'un seul contrat, mais rendez-vous compte, c'est une conjugaison compliquée. Et là, juridiquement, avec, comment elle s'appelle la loi de la commune là ? Olivier. Avec la loi Olivier, il y a des trucs qui tombent plus tôt. Nous, par exemple, l'exemple de Grabel est le bon. Lui, il a son contrat qui se termine fin octobre. Qu'est-ce qu'on a fait ? On va, à cette séance, proposer de le repousser d'1 an. Mais je ne pourrais pas le repousser plus. Autrement dit, juridiquement, nous avons des contraintes qui font que... Et je me suis rendu compte que sur le Midi Libre, là, il y en a qui disent il y a les élections, il n'y a qu'à le repousser, il n'y a qu'un contrat, ils ne savent pas qu'il y en a 17. Là aussi, on parle de choses dont on ne connaît rien. Voilà. D'ailleurs, quand je vois cette photo, ça me rappelle un tableau. Ça me rappelle la scène. Avec Viguier et ses mains incantatoires, on dirait qu'il fait l'offrande. Et quant à notre ami René Revol, alors lui,
Il est en train de nous dire les régies publiques avaient mauvaise presse il y a 10 ans. Elles avaient déjà mauvaise presse il y a 25 ans. Il me dit qu'elles ont mauvaise presse il y avait 10 ans, ce qui fait que de 25 ans à 10 ans, ils ont toujours eu mauvaise presse. Alors moi, je regrette, mais je prends acte de ce qui a été indiqué. Alors ensuite, sur... je vais essayer de répondre à tout, hein. Alors, les entreprises. Alors, les entreprises nationales. Alors, les entreprises nationales, moi, je pense qu'aujourd'hui, notamment pour l'agglomération, et y compris pour la région, l'emploi, c'est primordial, c'est essentiel. Et à partir du moment où, quand on voit tout ce qu'on fait sur le plan économique, qui me semble extrêmement important, ouais, mais je parle avec passion, mais ça c'est parce que ça vous me l'enlèverez pas. Et quand on voit aujourd'hui sur le plan économique comment tout ce que l'agglomération et la région font pour promouvoir les entreprises, eh bien aujourd'hui il y a quand même des entreprises nationales qui ont une spécialité, qui ont un métier, et avec une spécialité où tout compte fait, il y a les services de l'eau, comme de l'assainissement, et comme EDF, GDF. Il faut savoir que lorsque EDF, GDF a été créé, au départ, et Robert me le contredira pas, c'était des établissements industriels et commerciaux, des établissements à vocation industrielle et commerciale. Autrement dit, les grandes entreprises aujourd'hui, françaises, il y a une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que lorsque, oui, mais d'accord, mais lorsque, par exemple, il y a eu des films qui ont été faits par les Allemands pour canarder les entreprises françaises, ça se comprend, parce que pour eux, les Français, ce sont des concurrents. Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé, ici, localement? Eh bien, ils ont trouvé la collaboration des Verts, du NPA, du Front de gauche, etc. Autrement dit, les choses ne changent pas beaucoup, il suffit que les Allemands nous canardent et ils trouvent toujours des collègues ici, localement, pour leur donner la main. Au lieu de défendre les entreprises nationales. Voilà. 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 Chevalier. Oui. Bon. Allez. Ouais. Alors ensuite. Ouais. Alors après, arrêtez de Oui. Et vous avez, écoutez, vous avez combattu, vous avez combattu. Oui. C'est là, c'est comme ça. Voilà. Monsieur Revol. Voilà. Monsieur Revol. Bon. Vous asseyez. Attends. C'est comme vous voulez. 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes et du calme. Bon. Passez 2 secondes. Monsieur Martin, 2 secondes. Louis. Monsieur Revol, pareil. Les propos, des fois, vont peut-être un peu plus loin. Ce n'est pas exactement ce qu'il a dit. Je demande à Louis, quand même, de revenir à un calme, de s'excuser par rapport à ça. Ce n'est pas le fond de sa pensée. Voilà, c'est tout. Bon. C'est pas la peine de s'exciter. Non, mais... C'est terminé. Je retire. Voilà, c'est terminé. Je retire. Et du calme. Je retire, d'ailleurs, toi aussi, c'est arrivé que tu retires. Le problème est réglé. Bon. Ensuite. Monsieur Lévita, c'est terminé. Louis, tu continues ta conclusion. Ensuite, il y a autre chose. S'il vous plaît, là. Monsieur Passé, c'est terminé. Ça a été retiré, c'est une excuse. Alors, voilà. Donc j'ai répondu pour les 17 contrats. Ensuite, pourquoi 7 ans? Eh bien 7 ans parce que au travers de l'eau comme du dossier qui suit après. Au travers de l'eau... Il n'y a qu'une personne qui a la parole, c'est le rapporteur. Au travers de l'eau comme le dossier qui suit après, 7 ans nous paraît une période raisonnable. C'est une période qui n'est pas très longue. Et en plus de ça, ça coïncidera avec un certain nombre d'échéances d'autres contrats. Ensuite, pour ce qui a été du CCAS, du social, de ce qui peut être fait. Alors, je tiens quand même à rappeler qu'en matière d'eau, on n'a jamais laissé les gens sans eau. Et de notre côté, quand on regarde en matière d'impayés, les impayés ne dépassent pas 1%. Autrement dit, pour moi, ce n'est pas une grande affaire.
Ensuite, le fait que Calva nous parle de nos voisins. Je pense qu'au travers du schéma directeur sur 70 communes, nous avons pris compte justement de tous nos voisins et c'est ce qui nous a amené à faire cette proposition. Ensuite, le problème qui est des élections, mais je regrette, mais on ne pouvait pas faire autrement que de prendre cette date-là. Et de notre côté, moi je pense que quand on fait de la politique, comme tout le monde a l'intention de le dire ici, le fait de faire de la politique, c'est avoir aussi une colonne vertébrale et dire les choses. Et ce n'est pas la peine de repousser parce qu'il y a des élections. Parce que les électeurs, ils ont besoin aussi d'avoir, disons, la vérité et puis d'entendre, non pas des slogans, mais de voir des chiffres et des réalités. Donc, quelque part, moi, ça ne me gêne pas trop. Ensuite, sur le communiqué de presse, ce qu'il y a, c'est que nous avons fait une conférence de presse pour une raison simple, c'est qu'on a dit, ça c'est les orientations que nous prenons et qui doivent être votées ce soir. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire, on fera ça à la mêlée, mais donc ce que l'on fait, c'est qu'on a dit, on votera ça ce soir. Bon, après, s'il y a peut-être d'autres choses. Alors, un volet aussi important que je tiens quand même à souligner, aujourd'hui, si jamais on faisait une régie, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, le personnel des entreprises va se retrouver avec un contrat de droit privé et il se trouvera détaché de son entreprise actuelle. Ça veut dire tout simplement que l'ensemble des personnels, CGT, FO, etc., de l'ensemble des entreprises ne souhaitent pas une régie. Et ça, le personnel, ça compte aussi. Alors si vous voulez aussi imposer votre dictat à la classe ouvrière, et bien à ce moment-là, vous faites une régie. Mais il n'est pas question de parler tout le temps du peuple et des ouvriers et de prendre des décisions qui vont à l'encontre de leurs souhaits. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci Louis. Bon, 3h30 qu'on est sur une délibération, elle est importante. Elle est majeure. Et c'est un sujet, l'eau, volontairement, j'ai tenu à ce que chacun puisse s'exprimer ici. J'ai entendu beaucoup de choses, c'est normal dans un débat de 3 ans. Des choses qui ont du sens, qui se ramènent au dossier, d'autres qui sont collatérales à un débat qui sont davantage sous l'angle politicien. Moi, je voulais vous dire 2-3 choses. Je me revois à 2 temps de l'histoire politique. Il y a 20 ans, 25 ans, syndicat du Bas-Languedoc. Le même débat qui est intervenu au niveau de l'eau. On voit ce qu'est devenu le syndicat du Bas-Languedoc par rapport à sa parfaite maîtrise dans l'intérêt de l'usager de sa gestion de l'eau. Il me souvient également du débat sur l'environnement par rapport au choix de la filière. Énorme débat quand il s'est agi de choisir entre différents modes de traitement et d'orientation, d'organisation de la filière déchets. Ce soir, c'est un débat sur l'eau. Il est fondamental. Je confirme que c'est un débat qui s'est tenu, j'ai entendu parler de forme là. La forme a été respectée à 150%. On pourrait même dire à 200%. L'exemple de ce soir en est la finalisation extrême. Tout le monde qui souhaitait s'exprimer a pu s'exprimer. Et la question n'est pas de savoir si on est sympathique, adorable, etc. La question, elle est qu'on est 80, 85 ou 90, en fonction des présents ce soir, élus de la République responsables. Ce qui veut dire que quand on est élu, la responsabilité, on l'assume, dans la mesure où on ne met pas des sujets entre parenthèses et on ne met pas des temps de l'expression entre parenthèses d'un mandat. Un mandat, il dure 6 ans et on a à l'assumer. Et à travers l'expression qui est la sienne, qui est celle du collectif dans lequel on siège, on traverse le temps. C'est-à-dire que les décisions, elles sont prises en responsabilité et il n'y avait aucune raison de dégager la solution de ce problème telle que l'a excellemment dit M. Pastor, qui fait qu'au terme des 7 ans, on se retrouvera avec une harmonisation de la politique globale en termes de mode de gestion adoptée à ce moment-là. Ça, c'était pour le volet de la responsabilité politique à assumer les choix que nous demandent les citoyens quand ils nous élisent dans un conseil municipal. J'ai entendu ce qui a été dit par rapport au choix de Grabel. Chacun a sa traduction, je ne la critique pas, du débat, du contenu, des modalités dans sa propre collectivité. Mais ce que je sais, le président de l'Agglo,
et le maire d'une 31 commune, c'est que la compétence a été transférée et qu'il était normal que l'agglo assume le débat avec ses techniciens, avec les partenaires, tel que ça a été fait. Alors après qu'on entende dans des débats des observateurs dire parce qu'on ne suit pas, ils ne le disent pas, mais c'est subodoré, parce que mon opinion n'est pas entendue, ça veut dire qu'il n'y a pas de débat, ça je le saurais l'admettre. Le débat, c'est une expression, c'est une discussion, et ça se ponctuera par un vote. Le deuxième point, c'est régie, délégation. Moi, je n'ai rien contre la régie, je n'ai rien contre la délégation, je suis pour la régie, je suis pour la délégation, quand j'ai à examiner un dossier. Et ce dossier, je l'examine à travers une évocation qui a été faite. Parce que derrière, il faut y mettre un peu, quelqu'un a utilisé le terme de raisonnabilité, moi je dirais de réalisme. On a parlé de SPL, mais encore faut-il que les conditions soient réunies. Il faut être deux partenaires pour ça. Et je vous signale, pour ne citer qu'un exemple, qu'il nous a fallu 4 ans pour raccorder Carnon à Maïra, alors que nous pouvions le faire en 2 jours. Si pour le débat important de l'eau, il avait fallu attendre autant de temps pour trouver un deuxième partenaire, on dégageait largement les 3 ans que je vais évoquer. Parce que la régie, de manière très très objective, après avoir analysé, discuté, consulté, objectivement, en moins de 3 ans, on ne peut pas y passer. J'ai entendu ce matin le responsable de Grenoble, qui a parlé d'1 an, d'1 an et demi. C'est pas 1 an et demi, c'est 3 ans. Il faut être clair. Et c'est pas parce qu'on va passer par un média dire ça sans contradiction que c'est une vérité. La réalité, elle est là. Si on veut passer ex abrupto à la régie, on ne sera pas prêt dans les conditions optimales où la délégation de transition peut l'assurer avant 3 ans. L'autre élément, c'est les questions d'éthique, de morale dont j'ai entendu parler là. On est dans une assemblée responsable, j'ai aucune leçon à recevoir en termes d'éthique, en termes de morale. Et si le débat, on veut le colorer d'eau verte, d'eau rose, d'eau rouge, d'eau bleue, d'eau blanche, c'est pas le débat. Ce débat viendra dans quelques mois, où là on partira sur des vrais projets de regroupement, de majorité, d'opposition, mais dans lequel le débat de l'eau sera derrière, d'autres débats seront devant, ça se jouera autrement. Donc si on essaie d'enfourcher ces questions-là, on est complètement hors sujet. Et on tombe d'étiage. L'autre élément que je voulais indiquer, c'est le fait que, quand on a évoqué des questions sociales, il faut faire attention à ce qu'on dit. Actuellement, dans chacune de nos communes, rares, peu nombreuses tout au moins, sont les demandes que l'on reçoit de populations qui sont en difficulté par rapport à l'eau. On en reçoit par rapport au loyer, qu'on ne peut pas payer, on en reçoit par rapport au gaz, par rapport à EDF. Celui qui vous parle, là, il préside le comité départemental des CCS du département et il est administrateur de l'UNCAS avec Christiane Forteau. L'exemple que nous avons, que nous mettons en pratique, c'est qu'à travers les différents CCS, et là les communes sont directement responsables et concernées, c'est le fait qu'il appartient effectivement à la collectivité, à travers sa vocation sociale, de pouvoir venir en appui de quelqu'un qui est dans la panade, dans la difficulté. Et que dans le contexte actuel, on a tout à fait conscience que l'eau pourrait devenir également un paramètre de difficulté supplémentaire, s'ajoutant à ceux des services publics qui ont un coût pour les usagers et pour les citoyens. Et qui me paraît tout à fait positif d'intégrer dans le dispositif, en plus des moins 10%, et je vais expliquer pourquoi, on propose également un chèque eau qui permettra à chacune des collectivités de venir à l'appui de ceux qui sont réellement en difficulté par rapport au fait que sinon on ferme le robinet, on ne peut pas laver l'enfant, on ne peut pas mettre de l'eau potable dans le biberon qu'on va. Ça me paraît important. Et considérer que c'est décalé du sujet, je trouve que ce n'est pas sain et que ce n'est pas logique de s'exprimer ainsi. Deuxième élément, je voulais rappeler que quand on gère une collectivité, et Alosé l'a évoqué tout à l'heure, la dimension, la taille, elle est importante. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. L'agglomération de Montpellier, elle fait 450 000 habitants. Il y a un élément, 2 interlocuteurs l'ont évoqué. Un élément qui fait que la population, ici, elle n'est pas stable. La population, on prend 6 000 habitants par an dans l'agglo. Et en plus, on a la répercussion du phénomène saisonnier qu'on n'a pas directement sur notre territoire, mais qu'on a en bordure, avec des effets qui sont ici. Ça veut dire que le problème, il a eu à le régler à une époque, au Bas-Languedoc. C'est le fait que la capacité des réseaux, entre autres,
nécessaire pour écouler les périodes de pointe, eh bien, en termes économiques, elle est surdimensionnée par un prix qui serait moyen, qui ne serait pas, disons, vérifié si on n'était pas en région de proximité touristique. Tous ces éléments, de même que ceux du renouvellement des réseaux, on a à les intégrer. C'est pour ça que l'ensemble des paramètres me paraît tout à fait cohérent, pragmatique, réaliste et raisonnable, comme je l'ai entendu. Moins de 10% du prix de l'eau, on peut s'y engager dans la mesure où les investissements qu'a évoqué Louis, sur la période qui se termine en 2014, on arrive au bout, et ça nous permet effectivement, tout en amorçant un programme de 157 millions d'ici 30 ans pour les réseaux en matière d'eau et d'assainissement, ça nous permet effectivement de pouvoir dégager cette marge de 10%. Alors j'entends certains qui disent 20, 30, 40%. Pourquoi pas davantage? Les soldes viennent de se terminer, mais enfin, soyons sérieux, quoi. Soyons sérieux. Derrière, il y a un prix, il y a un coût, et il y a une harmonie d'ensemble. Donc moins de 10%, c'est pas un dire, c'est un dire